chiffres qu'on a comme objectif en termes d'autonomie énergétique visés à terme, ils sont quand même très ambitieux. Donc, comment on fait cette histoire? Si on se parle au tribunal, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a, dans un premier temps, réuni 12 ou 13 associations du territoire, les producteurs d'énergie, les élus, qu'ils ont travaillé de façon conséquente pour se mettre d'accord sur le process de concertation, comment on va se mettre d'accord. Et ça, on en parle beaucoup au niveau national, hein, le contrat sur lequel on doit se mettre d'accord pour travailler ensemble et pour envisager des débats publics est déterminant. On en parlait encore à la préfecture la semaine dernière, qui a un projet de territoire sur l'Agrafe Villard d'Arène dans un climat complexe. Ben, on a bien dit quel est le contrat de départ pour que personne ne se sente floué. Donc, beaucoup d'entre nous ont été soit tirés au sort et ont fait partie du panel qui a encore plus travaillé. D'autres ont fait partie de l'Agora, c'est l'ensemble des habitants du territoire, pour participer à ces webinaires, ces visites sur le terrain, tous ces travaux qu'on a menés ensemble pendant, je sais pas, ça fait 2 ans qu'on bricole. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur ce sujet. Et là, on en arrive à la création de ce conseil d'orientation. Donc, c'est de ça dont on va parler ce soir, et c'est pour ça qu'il se passe. Moi, je peux présenter rapidement le déroulé du donc, je m'appelle Wajba, je suis développeur de variables pour le PTR. Je fais déjà beaucoup d'autres groupes. Donc, on va directement passer dans le sujet. On va faire quelques minutes sur une rétrospective de ce qui s'est passé, les actions réalisées, les formations, ce qui s'est passé aussi en termes de rendement d'acteurs. Ensuite, on racontera un peu plus ce que les citoyens et citoyennes ont réalisé comme travail. Sur la formation du plan d'action, c'était la journée du 5 avril 2025. Donc, on s'est tous réunis pour travailler sur des actions à mettre en place sur le territoire. Il y aura une petite partie témoignage de la référente participation Charlotte Pence et Cyril, qui a suivi aussi le projet CPU. Il y aura un peu pour dire une question quant à la démarche sur le déroulé du processus. Et puis, on lancera formellement ce conseil d'orientation des énergies. Cette partie, c'est de faire vivre sur le territoire à partir de prochaine semaine. Et puis, on reviendra sur un petit temps de bilan perspective. Je vais laisser Mathilde présenter le bilan des actions. Oui. Et bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde Boissier, je travaille à l'INRIA, qui est un institut d'informatique à Grenoble. Et avec lui, ce qui se présentera tout à l'heure, on a accompagné ce projet-là. Je suis en lien avec Emmanuel Krieger, qui a croisé par rapport donc le projet là, il était accompagné par des équipes de scientifiques avec une méthodologie qui a beaucoup été développée par une liste de personnes qui ont travaillé avec ces dernières années, dans laquelle on avait un ensemble d'étapes. Et plutôt que vous détailler cette méthodologie, vous pouvez le trouver sur le site du PETR. On va peut-être juste se rappeler avec cette même image de ce qui s'est passé depuis le début. Donc en 2022, il y a eu le tout départ avec la commande du PETR sur lancer un temps de concertation pour pouvoir discuter ensemble. Avec une étude préalable, on a fait un ensemble d'entretiens et suite à ça, il y a eu des ateliers de préparation à la participation dans lesquels on a proposé aux personnes qui étaient déjà un peu impliquées d'organiser elles-mêmes, de se lancer pour décider de ce qui allait se passer pendant le processus de concertation sur le territoire. Et ça nous a permis de mettre en place tout un tas de choses ensemble, notamment le développement au sort en panel citoyen, mais aussi d'avoir une phase de formation avec plein de temps très différents, que ce soit une sortie terrain, des ateliers, des conférences. Voilà, et ça c'était l'année dernière. Il y a aussi tout le travail de diagnostic, ça vous permet de vous remémorer au fur et à mesure, je vous l'ai dit, mais en fait il y a tous les documents qui ont été mis au fur et à mesure sur le site du PETR. Ça c'est le travail de diagnostic qui a été réalisé par Emmanuel et qui s'est fait aussi donc, voilà, sur les analyses de l'énergie. Et ensuite, il y a eu aussi le travail sur un jeu énergie auquel certains et certaines d'entre vous ont peut-être joué. Ça, c'était en décembre, janvier, février de cette année. Un jeu dans lequel. Je pense que ouais, excuse-moi. Non, pas de souci. Du coup, un jeu sur lequel on jouait le territoire pour essayer d'appréhender les différents enjeux. Et puis, suite à ça, c'était beaucoup plus récent.
Il y a eu un temps de dialogue en janvier entre les différentes parties prenantes de tous ces enjeux liés à l'énergie, biodiversité, eau sur le territoire, dans lesquels, en mars, euh, la construction du plan d'action. Et donc, je vais pas être plus longue sur cette construction du plan d'action qui va nous occuper, parce qu'on va vous en reparler juste après. On va vous raconter comment s'est passée cette construction du plan d'action qui vient aboutir tout le processus de participation pour l'instant et ensuite ce qui sera passé en relais au conseil d'orientation par la suite. Ok. Voilà. Excusez-moi, il y a juste un tout petit souci Zoom, je le remets pour être sûr que... Est-ce que en ligne, vous nous entendez bien? Vous êtes... Je crois que ça a été coupé. Ok, c'est mieux. Donc, on peut reprendre. Parfait. Désolée. Voilà, c'était une rétrospective un peu rapide, mais en fait, vous avez tous les documents qui récapitulent ça, qui ont été mis au fur et à mesure sur le site du PETR. De toute façon, les transparences seront en ligne. Et puis, si jamais vous avez vraiment envie de vous rappeler étape par étape ce qui s'est passé, tout est présent sur le petit questionnaire qu'on vous a distribué au début. Et il est assez important pour nous que vous remplissiez ces questionnaires, que vous nous les renvoyiez. Si c'est aujourd'hui, c'est très bien. Si c'est plus tard, c'est très bien aussi. Mais c'est un projet qui est aussi scientifique, on vous en reparlera tout à l'heure. Et du coup, pour nous, pour évaluer ça, pour pouvoir essayer de comprendre comment on pourra faire différemment la prochaine fois, on a vraiment besoin de vos retours. Voilà, première pub pour les questionnaires. Super. Merci. Ah bah là, il y avait la Voilà. vue, la vue éclatée et générale de tout ce qui avait été mis en Exactement. place. On a été un peu vite parce qu'on préfère garder du temps pour les échanges et puis pour le lancement du conseil d'orientation. Mais comme tu as dit, il y a tout en ligne. Ouais. Et puis certains d'entre vous ont déjà beaucoup suivi ce qui s'est passé. Donc, on peut passer directement à la présentation du plan d'action. Donc, déjà, on va partir d'une première question de pourquoi on fait un plan d'action. Tu vas expliquer quelques éléments, Nice, là-dessus. Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Nils Ferrand. Je travaille à l'Institut national de recherche en agriculture, environnement, alimentation. Je m'occupe de l'appui aux politiques publiques. Et donc, j'ai effectivement, depuis plusieurs années maintenant, accompagné avec l'équipe de l'INRIA, avec Mathilde et les autres collègues, la mise en place de ce processus. Je suis spécialisé dans ce qu'on appelle la numérique de gouvernance ou participation, c'est-à-dire la transformation de l'action publique par l'inclusion de davantage de citoyens, citoyennes, associations dans le dispositif. Alors pourquoi faire construire un plan, sachant que c'est un dispositif qui a déjà été mis en œuvre depuis longtemps dans pas mal de territoires? Eh bien, il y a trois enjeux principaux qui vont nous intéresser, mais ils sont tous les trois autour d'une idée générale qui est que le processus de travail des participantes et participants qui a eu lieu est finalement la partie la plus importante. C'est-à-dire que c'est un moment, effectivement, de construction d'un collectif à l'échelle du territoire relativement à ces questions d'énergie. Alors évidemment, ça produit un peu. Ce plan, il va servir d'abord à structurer une vision partagée sur les questions d'énergie. Mais je le rappelle, c'est très important. L'énergie, c'est deux facettes aussi importantes l'une que l'autre, la sobriété et la production. Et c'est connecté à des tonnes de choses. Ça a été vu par beaucoup d'entre vous au cours de ces étapes, à savoir la biodiversité, le développement local, l'activité économique du territoire, les enjeux de paysage, le logement, la mobilité. Et donc, une fois qu'on est dans cet espace compliqué, pas dire complexe, eh bien, il faut trouver une façon d'organiser des stratégies d'action. Et la construction du plan, elle sert à ça. Recueillir ce que les gens souhaitent, pas simplement de façon disparate, mais de façon agrégée et organisée, mettre ensemble les choses, et aussi permettre progressivement dans le dispositif que des points de vue se rencontrent et évoluent. Et puis finalement, aller progressivement vers des choix, et donc pouvoir alimenter ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, le Conseil d'orientation de l'énergie, avec une base, une vision qui soit issue effectivement d'un travail citoyen dans le territoire. Alors, le plan d'action tel qu'il a été conçu a été réfléchi en tant que tel par les citoyens. Mais la stratégie d'avoir un plan d'action a plusieurs cibles. Et vous faites partie de ces cibles dans votre diversité ici. Le Conseil d'orientation de l'énergie, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'organe qui est prévu depuis le début de ce projet, prévu d'ailleurs à la discussion avec la Banque des Territoires, partenaire du projet, pour être le
dispositif durable, on dit pérenne souvent, qui va porter finalement cette vision à long terme et aider à remettre en amont, comme on l'a dit, les concertations. Remettre en amont les concertations, ça veut dire, comme l'expliquait Pierre, éviter de terminer au tribunal. Pour les élus du territoire, c'est un référentiel, c'est un avis citoyen structuré, cohérent, pas simplement un ensemble de revendications disparates sur les choses qui sont souhaitées. Alors on le verra plus tard, évidemment, parmi les choses qui sont souhaitées, il y en a qui existent déjà, et puis d'autres qui sont plus nouvelles, et donc on fait avec tout ça. Et puis, Excusez-moi. pour les acteurs du territoire, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs concernés, dans l'énergie, dans les associations environnementales, dans le collectif de protection des rivières, dans les associations qui travaillent sur d'autres questions comme le logement et la mobilité, c'est aussi une référence commune pour y revenir et dire voilà le cadre à l'intérieur duquel les actions peuvent se situer. Et donc là, je vais vous... Désolée, c'est un peu compliqué juste là d'avoir Zoom avec, mais ça va aller. Moi, je vais vous expliquer à la suite de Niels pourquoi un plan d'action et à quoi ça va servir. Je vais plutôt vous expliquer le travail qui a été mené donc par vous, par les citoyens. Par le fort, vachement, parce que Ouais. sinon, je suis pas sûr. Oui, donc je vais vous expliquer principalement la grande journée de travail qu'on a eue le 5 avril. À partir de quoi on est parti? On est parti d'une consultation en ligne. Donc pendant 2 mois, il y a eu un questionnaire sur à la fois les priorités territoriales et les idées d'action. Donc on vous sollicitait pour proposer des actions pour le territoire, liées aux enjeux énergétiques, bien entendu toujours. Ensuite, sur cette première base qu'on a récoltée à la fois en ligne, mais moi je suis allée sur les marchés, on est allé dans des communautés de communes, on est allé aussi voir les acteurs principaux de l'énergie pour leur demander, eux, dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils verraient différemment, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, qu'est-ce que le Conseil de l'orientation de l'énergie future pourrait proposer ou pourrait impulser. Donc sur cette base de 228 actions proposées, se sont réunis des citoyens, 26 ils étaient, et on a travaillé sur la méthodologie que les scientifiques ont apportée, c'est-à-dire avec les fiches actions. On a travaillé à de la caractérisation d'actions. Donc chaque action, on a essayé de l'affiner, de voir quel pilotage possible, quelle cible, quels acteurs ça allait toucher. On leur a aussi demandé de déterminer les besoins, les impacts. Donc les besoins, ça peut être en termes de budget public, en termes d'espace foncier. Les impacts aussi, c'est qu'est-ce que ça va créer? Est-ce qu'on agit plus sur la sobriété? Est-ce qu'on est plus sur de la production? Voilà, on essayait de préciser un peu et de structurer toutes les propositions citoyennes pour que ça soit plus facilement ordonnable après dans un plan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est qu'une fois qu'on a caractérisé tout ça, toutes les actions, on va décider de les intégrer ou non dans un plan d'action. Donc ça se fait collectivement, en négociation par petits groupes de 2 ou 3 ou 4. On fait plusieurs tours. Donc un premier tour, ensuite on regarde voilà les résultats, qu'est-ce qu'on a affiché au mur, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on a peut-être oublié. En fait, il y a des temps de discussion par petits groupes, ensuite des temps en plénière, et ce qui permet un peu le dynamisme des échanges et puis d'essayer de balayer un maximum de choses en un minimum de temps. Voilà, donc il y a 23 personnes qui sont parties de ces 228 actions qui étaient réparties sur un ensemble de tables. Et à la fin, vous avez choisi 102 actions à mettre au futur plan potentiel. Donc le plan, c'était pas un papier, c'était pour l'instant, on a décollé toutes les feuilles qu'on avait mis d'un côté du mur et on a dit, voilà, c'est ces actions qui seront au plan. Et voilà, il y avait aussi un élément de temporalité. On essayait de vous demander, est-ce que c'est plus du court, du moyen, du long terme? Il y avait un niveau d'urgence aussi. Est-ce que cette action vous semble absolument nécessaire d'être engagée maintenant? Est-ce que ça peut être un peu en différé ou couplé à autre chose? Voilà, ça c'était la journée. C'était la journée du 5 avril. Suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 mois, 2 mois, 2 bons mois là, depuis la journée de travail? On a soumis toutes ces propositions à des experts, à la fois des élus, mais aussi des acteurs du territoire, des acteurs associatifs, des professionnels de l'énergie, tout un tas de profils différents. On leur a soumis à certains toutes les actions. On les a passées en revue.
pour savoir notamment, enfin, on a eu l'information à ce moment-là il y a certaines choses qui étaient déjà engagées, il y en a d'autres qui étaient en cours. Voilà, on a pu découvrir un peu qu'il y avait parfois une méconnaissance sur ce qui existait déjà sur le territoire, ou pas. Voilà, tout ça pour dire que ce plan, il a été ensuite proposé, soumis à l'avis critique. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a deux graphistes avec nous dans la salle qui vont participer à la construction d'un dossier, à la fois d'un dossier complet qui retrace la démarche, donc plutôt sous forme de récit graphique, et puis aussi un livret de présentation des actions, donc plus des feuillets techniques pour faciliter un peu le travail de ce conseil d'orientation de l'énergie, qui va devoir reprendre, se plonger dans les 102 actions. C'est pas forcément évident. Comment on va pouvoir le faire? Dans quel sens? Via quel sommaire? Ça, c'est ce qui est en train de se travailler entre nous et puis avec des graphistes dont nous aider à cela. Aujourd'hui, on va quand même présenter quelque chose. C'est la présentation synthétique du plan d'action. Donc, on a essayé de représenter au mieux les 102 actions que vous avez décidé de mettre au plan, en déterminant des grandes thématiques, des sous-thématiques, en faisant une petite analyse aussi de ce qui était revenu, plus ou moins, et en quelle proportion. Et là, je te laisse. C'est ce qu'on va vous présenter, ouais. Parce qu'en fait, on va pas passer les 102 actions les unes après les autres, c'était trop compliqué. Et puis, ce qui nous a été dit quand on a discuté avec un ensemble de personnes expertes, c'était de peut-être classer ça par thématique pour rendre les choses plus lisibles et faciliter l'appropriation du plan. Et donc, on a proposé différents axes pour rassembler un peu les actions. Ce qu'on s'est dit, c'est que chaque action, elle rentre pas dans une seule thématique. Alors, on s'est dit qu'on se limitait à 3 maximum, donc les actions, elles peuvent apparaître 3 fois en fonction des thématiques pour arriver aussi à lier toutes ces thématiques entre elles. Les 2 premières qu'on a considérées, on partait de l'énergie, et c'était les enjeux à la fois de production d'énergie et à la fois sur les enjeux de consommation, comment on la réduit, et donc de sobriété. Et là, on se rend compte qu'à chaque fois, on a un ensemble de sous-thématiques qui arrivent. Typiquement pour la production, il y avait la question de la gouvernance qui est revenue, de la participation. Il y a eu plein de types d'énergie qui ont été évoqués. Il y a eu une question de coordination et puis toute la question des calculs d'impact. Sur la sobriété, il y a eu les enjeux de sobriété foncière, sobriété financière, sobriété en eau. Donc on voit que ça a largement dépassé l'énergie, mais on y reviendra après. Et puis tous les enjeux de rénovation énergétique et de baisse volontaire de la consommation. Voilà, on a essayé de recenser un peu les actions là-dedans. Mais en fait, on s'est vite rendu compte, mais ça, on s'en doutait un petit peu, parce qu'en fait, dès qu'on a parlé d'énergie dans ce projet-là, on s'est rendu compte que le nombre de sujets explosait. Donc, il n'y avait pas de raison que dans le plan d'action, ça ne fasse pas quelque chose de similaire. Et donc, au-delà de la sobriété et de la production d'énergie, il y a plein de thématiques qui sont arrivées. On les a classées là par grands thèmes. Donc ici, c'est le thème plutôt lié aux ressources. On s'est rendu compte qu'il y avait des actions qui allaient concerner l'eau, qui allaient concerner la biodiversité, la forêt, le bois, l'agriculture, et aussi les paysages. Il y a plein de sous-thématiques à chaque fois. Je vais pas toutes les détailler ici, mais voilà. En tout cas, on voit que là, de manière couplée, on a à la fois des enjeux de production, par exemple dans les paysages, il y a la question du solaire. On retrouve pas mal d'actions du solaire dans la question de production d'énergie avant. Les questions de gouvernance, elles reviennent de manière régulière et c'est pour ça qu'on les a fait, on les a aussi fait apparaître dans le faire ensemble. Voilà. Donc voilà pour les ressources. Il y a une autre grande catégorie qui était, on l'a appelée faire ensemble, dans laquelle on a mis des problématiques sur la vie sociale, comment on faisait pour mutualiser les objets, pas que les objets, mutualiser de manière générale. En fait, dans les actions que j'étais en train de regarder là, parce que j'ai pas tout retenu, mais quand même, je vais vous donner quelques exemples. Il y avait mutualiser les objets, mutualiser les trajets, mutualiser des commodités, il y avait pas mal de choses qui m'étaient là-dessus. Il y avait créer de la rencontre, des liens, notamment aller à la rencontre des absents, par exemple, c'est une des actions qui a été proposée. Il y a eu pas mal d'actions sur la participation aussi, que ce soit pour participer de manière générale, organiser, pouvoir même aller jusqu'à de la décision sur le territoire avec des propositions de construire collectivement des schémas directeurs de différentes ressources. Il y avait aussi l'idée d'avoir des conseils qui pouvaient se réunir pour discuter ensemble. Et puis la question de l'éducation dans le faire ensemble qui est beaucoup revenue avec sensibiliser, former, coordonner les différentes personnes du territoire, des citoyens, des enfants, des élus, enfin bref, on a tout un panel d'actions sur faire ensemble sur le territoire. Au-delà de faire ensemble, il y a aussi la question de vivre le territoire, où en fait on a eu, qui rejoignent largement les questions là aussi de sobriété et donc de consommation d'énergie, mais on a eu beaucoup de propositions d'actions sur les logements, avec la rénovation, qui occupe les logements, le dialogue avec les résidences secondaires, et puis des enjeux de mobilité, notamment la partager, l'optimiser, la développer.
Et enfin, non pas tout à fait enfin, il y a eu des enjeux d'économie avec des questionnements sur l'emploi qui ont été reliés à l'énergie, des questionnements sur le tourisme, sur la finance, et puis enfin des aspects réglementaires. Et alors nous, on a décidé que, enfin, il y a eu des remarques sur le fait qu'il y avait beaucoup de, je pense qu'on peut passer au dernier thème. De toute façon, tout ça, les slides sont disponibles sur le site du PETR, et puis nous, on est en train de travailler, enfin, il y a un travail qui est en cours aussi pour rendre, au-delà des thèmes, rendre les actions visibles sur ces thèmes pour que vous puissiez avoir accès à ce plan d'action avec ce classement. Donc, on va pas s'étendre plus ici. Peut-être juste pour remontrer, si on fait la fin, voilà, on se rend compte que quand même, en partant de l'énergie, on n'a pas remis la sobriété et la production ici, parce que ça rentrait pas. On se rend compte qu'on a quand même une explosion des thèmes. La question était, est-ce qu'on doit tout montrer? Est-ce qu'on doit censurer? Nous, on choisit de ne rien censurer parce que, après tout, en fait, dans un monde qui est un peu complexe avec des interdépendances un peu partout, il me semblait important de faire apparaître tous ces thèmes-là, toutes ces thématiques et toutes ces actions. Mais voilà, on sent qu'il y a du lien qui peut être fait avec pas mal de choses sur l'énergie. Ça s'est retrouvé tout le long du processus et clairement, ça se retrouve à nouveau sur le plan d'action. Ce qu'on s'est demandé, c'est quels thèmes arrivaient dans les premiers, dans les derniers, enfin, lesquels avaient le plus d'actions possibles. Du coup, je vous ai fait un petit schéma. On se rappelle que les actions peuvent arriver 3 fois chacune en fonction des thématiques. Voilà. Mais bon, c'est vraiment représentatif pour se poser la question de quelles actions, enfin, quelles grandes thématiques ressortent. Voilà, vous avez un classement. La production d'énergie et la sobriété sont clairement largement représentées, hein, c'était des grandes thématiques à elles seules. Et puis ensuite, on voit que les autres, bah, en fait, ont pris aussi avaient aussi de l'importance pour vous. Et je crois qu'on a le détail avec les sous-thématiques, comme on vous l'avait montré, avec bah ouais, toute cette partie de faire ensemble qui est en fait assez importante. Les mobilités, c'était un grand nombre d'actions. Euh, et puis toute la question de la gestion des ressources qui revenait aussi. Ce qu'on s'est amusé à faire aussi, c'est, vous vous souvenez peut-être que quand vous avez proposé des actions, vous avez, alors, au moment de la construction du plan d'action, vous avez mis un niveau de priorité sur les actions. En disant, celle-là, elle est prio 1, il faut vraiment qu'elle arrive, celle-là, elle est prio 2, ce serait bien qu'elle arrive, celle-là, elle est prio 3, je l'ai mise, j'aimerais bien qu'elle arrive, mais elle est moins importante que la 1. Et donc, on s'est demandé si, dans tout ce qui avait été placé priorité 1, il faut vraiment que ça arrive, est-ce qu'il y avait une thématique qui ressortait particulièrement? C'est pas flagrant, flagrant, mais ce dont on se rend compte quand même un peu, c'est qu'il y a la partie faire ensemble, elle grossit un peu. Et puis il y a la partie mobilité qui disparaît. En fait, dans la partie mobilité, toutes les actions avaient été classées priorité 2. Donc ça veut dire que vous vouliez les voir arriver sur le territoire, mais il y avait des choses qui étaient encore plus prioritaires. Voilà. C'est juste pour vous donner à voir ce plan d'action d'une autre manière. Mais de toute façon, on vous donnera ça de manière plus... Enfin, vous aurez un document qui vous permettra de le re-regarder de manière plus posée. Et puis nous, de notre côté, il y a un travail qui est fait pour aussi passer non seulement ça, donc de manière très synthétique, ce plan d'action qui va être distribué à tout le monde, et aussi un document dans lequel il va être possible d'aller fouiller de manière vraiment précise dans ce qui a été fait, qui sera transmis en priorité au conseil d'orientation. Disons qu'on va le travailler avec le conseil d'orientation, mais comme la plupart, comme tous les documents en fait, qui ont été construits depuis le début de ce processus, si ça vous intéresse, vous serez aussi libre d'aller le fouiller, il sera disponible sur le site du PETR. Je crois qu'on a un dernier camembert qui est sur les échelles d'action. Ça, c'était quand vous notiez, quand vous classiez les actions le jour où on a construit le plan d'action, il y avait à la fois la priorité, vous mettiez plus ou moins haut sur le mur l'action en fonction du niveau de priorité, et puis on les positionnait à différents endroits en fonction de qui on pensait responsable pour lancer l'action. Et donc, du coup, on a juste fait un petit graphe pour se poser la question de qui vous pensiez responsable de lancer d'une certaine manière les actions de ce plan d'action. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'actions qui sont liées région-État, département, PETR, intercommunauté, commune. Pas mal d'actions qui sont liées aux individus aussi. Voilà. Donc la question, ce sera à partir de ça, comment on fait pour s'emparer de ça, mettre tout ça en cohérence et du coup retraduire, peut-être réfléchir à qui est vraiment responsable de mettre en place cette action. C'est probablement jamais une seule personne, c'est peut-être plusieurs personnes. Donc, ce sera un peu le boulot du conseil d'orientation de se pencher là-dessus, de réfléchir aussi à comment on se coordonne sur le territoire pour que ce qui a été pensé d'un point de vue citoyen pendant ce processus-là puisse peut-être arriver par la suite sur le territoire. Un petit, un petit temps de questions, peut-être Ouais. de remarques. Si tu as des questions, on peut juste vous présenter.
de français. Et sur le sujet qu'il doit faire le dernier, là. Vous pouvez vous présenter ça. Pardon? Allez vous présenter ça. Ah oui, William Zonguero, je suis Du panel citoyen. du panel et j'habite à Briançon. Là. Oui, on voit l'État, les communes, en fait, parce que derrière qui doit faire, il y a les moyens financiers. En général, toutes ces actions-là, elles sont plus ou moins coûteuses. Il y en a qui sont plus coûteuses que d'autres. Et donc, qui a l'argent, c'est en premier l'État, en deuxième les départements, je suppose, et à la fin les communes, quoi. Hein? C'est ça que ça veut dire, je crois, ce camembert-là. Alors, la question des ressources financières, elle a été traitée explicitement pendant le travail sur l'opposition, puisque c'était une des choses sur lesquelles les participants des participants devaient travailler. Il peut y avoir une décorrélation. Décorrélation, ça veut dire des choses différentes. C'est pas parce que l'État est considéré comme l'exécutant principal d'une action que c'est forcément une question budgétaire. Vous savez, vous connaissez grossièrement la situation en France actuellement. C'est assez compliqué de voir où sont effectivement les ressources. Pour vous donner une chose très concrète par rapport à ce qu'on a discuté, pour certaines des actions, une bonne partie des actions qui sont là, potentiellement, les ressources, elles ne sont même pas sur ce schéma-là, elles sont au niveau européen. Beaucoup de fonds de développement structurels, comme on dit, sont au niveau européen. Alors, ils vont transiter par de l'État à un moment donné, par exemple. Donc, ça pour vous dire que la question de qui va porter, initier une action, ça prend souvent d'études. Ce qui n'enlève rien, M. Zonguero, effectivement, au fait que la question financière est critique. Mais ce n'est pas la seule. Évidemment, il y a des questions de décision, de pouvoir, de volonté politique dans le territoire. Et il ne faut absolument pas négliger ça. Grosso modo, il y a du boulot, mais quand il y a une décision, une volonté politique qui est combinée, cohérente, avec une volonté des populations, on peut dire que sur beaucoup des actions qui ont été citées, il y a des possibilités qui sont envisageables. Mais évidemment, ça ne tombe pas du ciel. D'autres questions, réactions, commentaires? Il y aura d'autres occasions de Bien sûr. poser des questions. On peut passer à la suite. Ouais, on peut passer. Oui, je regarde. Donc, on a décidé de faire un petit temps aussi sur les avis et commentaires d'acteurs extérieurs qui ont un peu relu, passé en revue les actions. On a réussi à avoir 4 réunions d'experts. On a des experts, donc soit en visio, soit on s'est vu avec certains élus du territoire pour voir avec eux, notamment la question de qu'est-ce qui existe déjà. Et puis pour voir la cohérence aussi de toutes ces actions. Donc, il y a eu 3 points qui sont ressortis. Une multitude de thématiques, ça a été parfois une surprise pour certains, mais on dépasse les seuls enjeux énergétiques. Ensuite, on a eu beaucoup de propositions qui sont déjà en cours de mise en œuvre, soit par les communes, soit par les intercommunalités, soit par d'autres acteurs. Et puis, c'est revenu souvent aussi que la réglementation qui s'appliquait dans le cadre des projets énergie comportait des injonctions paradoxales, certains textes de loi ou voilà, certaines règles qui se chevauchaient, qui pouvaient être contradictoires. Donc, l'analyse qu'on a faite de cela, c'est qu'il y a une interdépendance des enjeux qui sont entrelacés et liés les uns aux autres. Donc ça, on l'a bien vu avec tout le schéma du début. Il y a une non-connaissance aussi de ce qui est fait par les communes, les intercos, les autres acteurs du territoire. Donc, il y a un enjeu d'information, de communication, de sensibilisation sur ça. Et puis, il y a un besoin de mise en cohérence aussi du cadre institutionnel, réglementaire, juridique parfois. Donc ça, c'était les 3 points saillants entre guillemets qui sont ressortis des remarques d'experts. Et voilà. Et puis on a un petit sous-point qui pour vous, peut-être les membres du Cohen, il y a une nécessité aussi d'évaluer l'état d'avancement des actions qui ont été proposées. Donc ça sera par le concours de nous, notre équipe, et puis vous, comment vous allez prendre en main ce plan d'action. Mais il faudra faire ça aussi pour être plus efficace dans la prise en main. Et puis là, on a oui, non. On a proposé aussi un petit temps de témoignage. Donc, comme je disais au début, avec Charlotte Kuens, qui est référente participation de ce dialogue. Donc, la référente participation, son rôle, c'était d'observer de manière extérieure comment le processus de concertation a été mis en place et mis en animation
et un peu d'impact voilà, de comment ça s'est mis en musique, comment les acteurs ont répondu, comment voilà, les liens se sont créés entre les différentes parties prenantes. Voilà, son rôle, c'était d'être extérieur à la démarche tout en participant à un maximum d'actions et d'événements du projet. Donc, je te laisse venir. Si tu veux. Bonsoir. Donc, Charlotte Clens, moi je suis urbaniste, je travaille dans les Hautes-Alpes et donc on m'a proposé d'être référente participation sur tout au long de cette mission. On parle encore plus fort, ok. Donc je disais Charlotte Clens, je suis urbaniste, je travaille dans les Hautes-Alpes et donc on m'a proposé d'être référente participation sur ce dialogue territorial énergie, ce qui a été une mission très très intéressante. Donc voilà, merci, c'était une petite introduction, chouette de participer à ça. Essayer de vous faire un petit retour du coup, déjà effectivement sur mon rôle. Ce rôle d'observateur, c'est un rôle que j'avais pas l'habitude de prendre et c'est un rôle qui est très intéressant parce que c'est un peu comme un pas de côté. Vous avez l'occasion de prendre du recul et de regarder avec beaucoup plus de distance et surtout de pas intervenir en fait. Donc vous êtes encore une fois dans ce rôle d'observation. J'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça permettait de faire un pas de côté sur pouvoir constater et explorer, essayer de comprendre comment le processus se réalisait et comment chacun essayait de se positionner dedans. Ce que j'aurais envie de faire comme retour, c'est que j'ai été très très impressionnée tout au long du processus sur la façon dont le cadre était posé à chaque fois, de façon très très claire. Que ce soit, alors moi j'étais surtout sur le panel, mais donc il y a eu régulièrement d'autres acteurs. J'ai participé aussi à pas mal de réunions parce que cette envie de voir un peu ce qui se passe. Et donc l'importance de l'animation qui a été mise en place avec à chaque temps le temps de poser le cadre, d'expliquer les objectifs, ce qui allait se passer dans chaque mouvement, dans chaque événement, et le pourquoi du comment on faisait chacune de ces étapes. Et ça a permis, j'ai trouvé tout au long de ce processus, de comprendre le chemin et de savoir où on allait, où vous alliez. J'étais observatrice tous ensemble. Ça, c'était vraiment un point très positif et je pense que ça permet une grande réussite de ce type de dialogue. Également, les outils. C'était impressionnant tout au long de cette démarche, tous les outils qui ont pu être mis en œuvre. Je parle autant des outils qui sont soit du présentiel, de la visio, que le jeu NRK qui a été fait, les temps qui ont été des temps plutôt des ateliers de travail. Voilà, il y a eu vraiment une mixité des outils utilisés. Ça amène à plusieurs conclusions, ou en tout cas à plusieurs constats. Alors sur tous ces outils, d'abord, je vais commencer par un petit bémol que j'avais déjà fait un retour qui a été à certains moments sur les supports, parce qu'on est quand même sur une problématique qui est très compliquée, où il faut intégrer énormément de choses. Et donc la plupart du temps, des supports qui étaient bien adaptés et qui permettaient à chacun, avec les différents niveaux d'expertise, qu'on soit habitant, qu'on soit pratiquant d'une activité, qu'on soit expert, de se sentir intégré. Il y a eu des moments où certains outils... je pense que certains supports, en tout cas, mériteraient d'être un peu plus travaillés pour les rendre encore plus accessibles, dans le sens où, effectivement, en tout cas pour ma part, des moments un peu de vertige. Ouh là là, mais comment le panel va arriver à s'approprier autant de choses et à pouvoir, en quelques heures, là, être efficace. In fine, à chaque fois, c'est assez magique parce que ça fonctionne et les gens sont efficaces et s'intègrent et fonctionnent. Voilà. Mais peut-être un petit peu ce truc-là. Quelque chose à l'inverse que j'ai trouvé extrêmement positif, et là je dirais plus, c'est quand on parle de la diversité de ces outils qui ont été utilisés, c'est qu'au final, quand on a un fonctionnement de groupe, et là donc dans un panel, il y a des rôles, on a chacun un peu des fonctions, des façons de se positionner dans le groupe qui sont différentes. Certains prennent plus facilement le lead sur certains sujets. D'autres sont plutôt en observateur, comme moi j'avais ce rôle-là, mais qui peuvent spontanément le prendre. Il y a les sceptiques, il y a au contraire ceux qui vont avoir besoin de contribuer de façon plus importante. Et là, je pense, hein, en tout cas, le constat que j'en fais, c'est que chaque personne, et ces rôles peuvent changer en plus. Vous pouvez être par moment observateur sur une réunion, puis la fois d'après avoir un rôle plus de moteur. Enfin voilà, tout ça peut évoluer. Et justement, la diversité de ces outils et de tous ces temps qui ont été proposés ont permis
je pense quand même à chacun d'avoir des moments d'expression. Je sais qu'il y a eu aussi on va dire des attentions particulières, c'est-à-dire qu'au sein de l'équipe d'animation, il y a eu des fois des coups de fil qui ont été passés pour rediscuter, pour reprendre le temps, et ça permet voilà, de réenclencher la machine. Ça, c'était très intéressant de voir tout ça se mettre en œuvre. Ça permet aussi, quand on a des nouveaux qui arrivent en cours de processus, bah, de les intégrer. Voilà, comment dire, ça temporise, non, c'est pas temporiser le mot, je l'ai pas là. Disons que dans une réunion, on a tendance à dire que c'est toujours les mêmes qui s'expriment. Il y a eu des moments où il y avait des temps un peu plus, notamment c'était le 5 avril à la fin de la journée, là où il y a plus, voilà. Et là, on voit bien qu'il y a quelques personnes qui, hop, prennent, c'est bon, on peut parler, on y va, on a l'habitude et on prend de la place à ce moment-là. Et du coup, ben, pour d'autres personnes, on est beaucoup plus en retrait. Et le fait que tout au long de ce dispositif, il y ait eu tous ces outils, en tout cas, moi, en tant que référente, ça m'a donné plutôt et ça m'a permis d'observer que chacun, à un moment, et j'ai eu le sentiment, avait le moyen et pouvait s'exprimer. Voilà, je ne vais pas jusqu'à la question du genre, mais voilà, ça a permis quand même d'équilibrer certaines choses. Et après, pour finir, j'avais envie de vous parler d'un paradoxe que dans tous les processus de concertation, je ne sais pas si paradoxe c'est le bon mot, vous verrez, mais que j'ai pu suivre, pas en tant que référente, hein, que j'ai pu moi animer ou voir animer, mais pas en tant que référente. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très intéressant, de très surprenant, qui est que on constate qu'à chaque fois, c'est très très difficile de mobiliser. Ça demande une énergie folle sur laquelle c'est aujourd'hui en plus extrêmement difficile de trouver des financements pour mettre en place tous ces processus-là. Donc ça nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et au final, dans les premiers retours, et là, dans ce que racontait Mathilde, ça ressortait quand même aussi, et ben, le constat qui est fait, c'est la nécessité de faire cette concertation et de la mettre en place et l'importance que ça a pour travailler, quel que soit le projet, dans le bon sens, en fait. Voilà. Et donc, il y a un peu, je trouve, voilà, ce truc qui fait qu'à chaque fois, on se dit, bah mince, on a beau, c'est compliqué de faire émerger cette dynamique de concertation pour au final, dans les premières conclusions de chacun des projets, se dire que effectivement, ça a du sens et c'est ce qui nous permet d'avancer comme voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, ce que vous attendiez. Oui, si vous avez des questions, vous, ça vous fait plaisir de dire. Merci beaucoup. Et encore une fois, je rappelle, pendant encore jusqu'à la fin du dispositif, vous avez la possibilité de contacter Charlotte pour faire des retours complémentaires sur des choses qui posaient problème ou des choses qui vous ont satisfait durant le processus. C'est son rôle de collecter vos retours. De façon, éventuellement, elle, pas anonyme, parce que c'est en contact, mais elle peut nous les retracer de façon anonyme. Et là, on proposait aussi un petit temps de témoignage panel, cette fois-ci. Alors, il y a certains membres du panel qui sont dans la salle avec nous. Voilà, ce que je vous propose juste, une première chose, est-ce que les personnes du panel qui sont dans cette salle peuvent lever la main, s'il vous plaît? Voilà, on voit un petit peu ici quels sont les membres du panel, d'accord? Est-ce que les membres du COPIL, du comité de pilotage, peuvent lever la main? Le COPIL, c'est le comité de pilotage du projet, et après le conseil d'orientation d'énergie. Voilà. Donc on va retrouver des personnes qui étaient aussi au COPIL, qui étaient aussi au panel, c'est normal. Voilà, donc ça nous donne un petit peu l'historique. Donc maintenant, les membres du panel qui sont bien identifiés, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite dire quelques mots rapidement? Sinon, il y a un de vos collègues panélistes aussi qui a prévu un petit message. Comme vous voulez, juste pour dire quelques mots dessus, peut-être comment vous avez vécu l'expérience de ce dialogue. Alors, est-ce que tu peux te lever et venir parler fort parce que je suis désolé, il y a la question de la visio. Je fais rapide. Du coup, en tant que panéliste, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Déjà, à la base, je pensais connaître plutôt bien les questions d'énergie, etc. Voilà, mais c'était cool de voir aussi un peu d'autres aspects, certaines choses, on se dit, ah ouais, mais en fait, à l'échelle du territoire, ça se décline pas comme ça, etc. Moi, je dirais que vraiment, si je devais dire une chose qui m'a le plus marqué, là, depuis un an, en gros, que je fais partie du panel, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est, comment dire, de manière positive, je trouvais un petit peu dommage que les gens qui faisaient partie du panel n'aient pas été plus impliqués
ouais, on a tous des vies, on a tous plein de choses, etc. Surtout dans nos Alpes, quand je suis nouveau dans nos Alpes, je me rends compte que tout le monde fait plein de trucs. Sauf que, voilà, je pense que c'était un peu dommage des fois de faire partie du panel et d'être aussi peu présent. Et c'était cool aussi de voir des gens qui faisaient pas forcément partie du panel, qu'en fait on a retrouvé à plein de réunions. Et en tout cas, les échanges étaient très intéressants. Voilà. Merci. Merci. D'autres commentaires? Témoignages des panélistes? Puis peut-être aussi le témoignage de ces personnes qui sont venues à plusieurs réunions, qui ont un peu suivi aussi de manière assez régulière le processus. Les fidèles de l'Agora. Ouais. Sinon, on écoute le témoignage de Régis qui voulait quand même, il n'est pas là ce soir, mais il voulait dire un petit mot de 30 secondes. Ah oui, je ne sais pas comment ça va fonctionner ça. Faut que tu cliques à droite là. Clique à droite là. Ça me disait pour la vidéo. Je l'ai vu. Non, c'est pas. Ok, merci. En ce qui me concerne, donc, à tous, je m'appelle Régis Bémot et je suis extrêmement content, extrêmement honoré de faire partie de ce nouveau Conseil des énergies. Et donc, ce soir à l'ABC, malheureusement, j'avais un engagement professionnel prévu depuis de très longue date qui m'a forcé à partir de chez moi et à aller dans la canicule parisienne toute la semaine. En ce qui me concerne, donc, j'ai 43 ans, je suis informaticien. J'habite à Valouis-Pelvoux avec ma copine et son fils de 12 ans qui va au collège de l'Argentière. Et donc ça fait un peu plus d'un an que je suis dans ce panel de l'énergie sur le territoire. Et mon ambition dans ce conseil, c'est de poursuivre le dialogue qui a été créé à la fois entre les différentes parties prenantes qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, et surtout de continuer le dialogue avec les citoyens à qui on n'a pas forcément l'habitude de demander leur avis en dehors des élections. Donc très très content de pouvoir continuer cette expérience démocratique que je trouve révolutionnaire. Et vraiment, merci beaucoup encore une fois. À très bientôt, j'espère. Voilà, c'était... Désolée. Hop. Donc, on peut passer au lancement à proprement parler du... Ah oui, il y a un petit entracte. Mais d'abord, je propose que pour tout l'investissement des personnes qui sont venues tout le long du processus, du panel en particulier, toutes les personnes qui sont venues, je pense qu'on peut applaudir pour remercier le gouvernement. Il y a eu un paquet d'événements et il y en a certains qui étaient là quasiment à Et ouais. tous les événements, enfin événements, sessions de travail, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a... Et nous, quand on arrivait de Grenoble, ça faisait quand même plaisir. Ouais, c'est ça. Pour participer. Alors, c'est ça, Pour tout ça. avec du monde. Et ouais, il y a un tout petit entracte parce qu'on a vraiment besoin de vos réponses à ce questionnaire. Et donc, on vous propose de là faire une petite pause. On a montré pas mal de choses avant de se lancer dans le conseil d'orientation. On propose de prendre 10 minutes pour répondre au questionnaire. Et alors, s'il y a un questionnaire qui est encore plus important que l'autre, c'est si vous avez suivi des ateliers ou des présentations en lien avec les analyses de flux d'énergie que Emmanuel a montré, ou si vous avez joué au jeu NRT, on aimerait que vous remplissiez en priorité celui-là. Les deux sont importants, mais on vous les enverra par mail. De toute façon, on aura des moyens de vous les faire remplir. Mais voilà, si vous avez celui-là en priorité, c'est super important pour la thèse de Emmanuel. Et du coup, On donne la clé. après, vous nous donnez à nous. Voilà. Ou en sortant, ou maintenant. Parfait. Un gros merci. Et on reprend 10 minutes. On va derrière. Non, non, mais c'est le préparé. Alors, les questionnaires, c'est pas pour le plaisir d'accumuler de la donnée, c'est pour que le résultat de votre travail ait une valeur qui puisse être répliquée ailleurs aussi. C'est à ça que ça sert. Sinon, vous n'avez pas besoin de scientifiques. On dirait pas qu'on se limite au questionnaire. Je sais pas. Non, c'est clairement. Sinon, il n'y aurait pas eu de processus.
On reprend à 45 peut-être. Ouais. Je vais dicter les boissons. Du jus. Ça va, je pense. Ah mince, ils ont loupé la vidéo. Bon, ben, je vais me déplacer, je vous en prie. Oui, bah, écoutez, genre comme ça, j'imagine. Merci. Prochaine, la fois, Merci beaucoup. Et c'est un bus questionnaire. Ah ouais, il y a des trucs. Oui, Je vais pas les répondre. oui. En fait, je il y a un rendu politique qui sur le sur Prévert, c'est
On va reprendre. Pour les questions. Merci pour les devoirs. Donc, à la fin, si vous n'avez pas fini, vous aurez le temps pour les finir à la fin. Ouais. Non, on peut les envoyer. On enverra Des concertations citoyennes. Voilà, citoyen, Vous voulez bien reprendre place, s'il vous plaît? Comment les décideurs S'il vous plaît, Pierre. Bien. Donc, on arrive à la fin, la période finale, on va dire, du dispositif qui vous a été rappelé et présenté précédemment. Et donc, on va introduire maintenant, effectivement, le conseil d'orientation de l'énergie qui a été évoqué précédemment. Donc, ce dispositif, il a été envisagé dès le départ et il a été posé comme étant la façon de rendre durable et efficace, si vous voulez, à long terme, les travaux qui ont été conduits. Donc, il faut bien trouver dans le fonctionnement une structure relais qui va devenir le support à long terme. Alors, la composition avait été discutée il y a longtemps, et puis elle a évolué, elle a été rediscutée. Le principe, et on l'a aussi mis en œuvre dans d'autres contextes, est d'avoir une structure durable, représentative du territoire, et qui va être apte à remplir un certain nombre de missions pour les enjeux d'énergie, et ce qui est connecté aux enjeux d'énergie, on l'a compris. Donc c'est écrit petit, hein, vous avez peut-être un peu de mal à lire ce qui est là, mais Après, ça sera plus clair, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, première chose, je vais redonner la parole à Wajma sur la composition, et puis après je reviendrai sur l'organisation. Ok. Donc, pour la composition, j'ai remis tous les collèges avec vos structures.
n'ai pas mis les noms de chacun, mais voilà. On voit déjà, on connaît une première idée de l'équipe générale de ce Conseil d'orientation des énergies, la différente composition des collèges. Donc, pour rappel, c'était minimum 3 membres, maximum 6 membres par collège. On n'a pas de collège à 6 membres. On a des collèges où ça nécessiterait d'être un peu rééquilibré. Le collège institutionnel notamment, où on a le parc naturel régional du Queyras et la direction départementale des territoires. Ce qu'on vous propose pour laisser la parole, c'est d'avoir un petit temps de présentation par personne de 30 secondes, juste votre nom, votre fonction et puis la situation où est-ce que vous vivez sur le territoire ou où est-ce que vous travaillez sur le territoire, plutôt pour qu'on ait tous une idée. Vraiment, peut-être d'être assez bref pour qu'on ait un peu de temps pour les échanges après. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le syndicat national des professionnels canoë-kayak disciplines associées ont finalement, suite à plusieurs discussions, on vous a mis dans le collège constitutionnel et socio-pro, bien que vous auriez pu aussi faire partie du collège association environnementale et citoyenne, toujours dans cette idée d'avoir un peu un équilibre des différents collèges, mais ça sera à rediscuter aussi lors des premiers travaux de ce conseil et en fonction de qui peut composer ce conseil. Il reste encore un petit peu de temps où on peut accepter des autres membres dans cette idée de rééquilibrage. Voilà, on vous propose de faire un tour de parole déjà pour lancer ce conseil, peut-être vous présenter et dire vraiment en une phrase pourquoi vous êtes là à ce conseil d'orientation des énergies. Je vais peut-être juste dire un mot sur la composition actuelle que vous avez ici. Ça fait donc plusieurs mois maintenant quand même que cette discussion sur le conseil d'orientation de l'énergie a été ouverte avec le comité de pilotage du projet, donc avec les différents interlocuteurs. Donc il y avait un choix qui a été fait sur la structure, ce que vous avez ici, et donc aussi une identification on va dire, des candidats potentiels. Bon. Et donc il y a eu un travail qui a été fait par le PETR, par OEJMA essentiellement, pour contacter et associer. Donc ce que vous avez ici ne résulte pas du fait d'avoir sélectionné, résulte des gens qui se sont auto-sélectionnés dans un espace plus large. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été, on peut vous redonner d'ailleurs la liste complète de tous les gens qui ont été contactés. Il y en a un certain nombre qui ont refusé, il y en a un certain nombre qui n'ont pas répondu. Il y en a principalement un refus, c'était un manque de disponibilité, de temps pour pouvoir s'engager dans ce genre d'institution. Mais que ça soit bien clair, que vous n'êtes pas face à une sélection, le résultat d'une sélection qui aurait été faite par le PETR ou le COPIL, vous êtes sur le fait d'une auto-sélection des personnes qui ont accepté de rentrer dans le conseil d'orientation de l'énergie. Et effectivement, il peut y avoir à certains endroits, on a l'impression, des lacunes. On pourra en rediscuter un petit peu après. Donc on passe peut-être au tour de table, puis on reviendra sur ces questions-là. Vous pourriez d'ailleurs donner un coup de main pour essayer de faire venir des gens complémentaires. Au tour de table, on s'est questionné si on faisait un tirage au sort, si on faisait un ordre particulier. On a décidé de vous laisser le choix et de vous laisser la première parole volontaire se faire. Donc, je vous en prie, on peut lever la main et commencer. Lancez-vous. Voilà. Monsieur. Bonsoir, Philippe Giraud, je suis le co-gérant de la société Ecobati. Nous sommes spécialisés dans la construction en chauffant, béton végétal, et nous sommes à Saint-Carrière, à Saint-Martin-de-Carrière. Je prends la suite. Bonsoir, Thomas Pascal, je m'occupe du syndicat des moniteurs de kayak et forcément on est des amoureux des rivières, mais de la nature en général, et on vient assez souvent à deux aux réunions pour pouvoir se relayer pour les disponibilités avec mon collègue Loïc. Et j'essaie de défendre les rivières au travers du collectif pour Alpin pour la protection des torrents et des rivières, dans lesquels il y a pas mal d'autres participants qui sont par là. Puisqu'il t'a présenté, Loïc, tu peux dire un mot, c'est autorisé. Donc, j'habite sur Fressinière et je travaille sur le territoire comme moniteur kayak depuis une vingtaine d'années. Et je suis aussi représentant local du syndicat des moniteurs de canoë-kayak et engagé aussi avec le collectif de protection du territoire et des rivières sur la sensibilisation et la diffusion des connaissances sur les fonctionnalités de la aquatique. Et donc, ça sera l'un ou l'autre qui seront. C'est le syndicat. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question.
dans le principe que nous proposons, mais qui pourra être autodéterminé plus tard, mais pour l'instant, dans le principe qu'on propose, les collèges prendront des positions et ils ont chacun des collèges a le même nombre de voix. Donc après, il peut y avoir 10 personnes dans un collège ou 2 personnes dans un collège. En termes de décision ultérieure, les collèges ont le même pouvoir, un pouvoir équivalent. Donc après, s'ils souhaitent, pour des raisons de travail, être présents ensemble, ou si dans d'autres collèges, les gens souhaitent être présents ensemble pour mieux travailler, ça ne pose pas de problème. L'objectif, tu as raison de poser la question, l'objectif c'est d'être efficace Oui, c'est ça. et d'associer les personnes qui veulent bien travailler. D'avoir plus de chances d'avoir du monde. Bien sûr. C'est l'un ou l'autre, c'est plus simple d'avoir quelqu'un. Continuons sur les personnes du Conseil d'orientation de l'énergie qui sont présentes. Madame, continuer donc. s'il vous plaît. Patricia Bourré-Lichot, je suis présidente des communes forestières des Hautes-Alpes. Alors, je ne réside pas sur le territoire, je réside dans le sud des Hautes-Alpes, mais nous avons en commune forestière donc comme adhérents les communes qui sont propriétaires de forêts, dont bon nombre des collectivités qui sont ici sur notre territoire. Et nous défendons les intérêts des communes forestières. Nous les informons, nous les formons sur les questions de gestion forestière, de la forêt, dans son ensemble, tous les services qu'elles peuvent rendre, et puis sur les produits issus de la forêt, que ce soit le bois construction, bois énergie, entre autres. Voilà pourquoi je suis ici. Évidemment, rappelons que les forêts sont aussi concernées non seulement en termes de production, mais aussi comme territoire potentiellement impacté par des installations dans le domaine énergétique. Plusieurs questions sont posées. Lucie. J'enchaîne sur les forêts. Lucie Lombard, association Forêt Alpine pour des projets participatifs et sciences société sur les forêts de tout le territoire Béarnais, Pays des Écrins, Guiers-Trois-Cavas. Voilà. Lucie qui a été présente de façon très intensive tout au long du processus. Je vous remercie, d'ailleurs. S'il vous plaît. Bonsoir, Alice Prudhomme, je suis élue sur la commune de l'Armentière et la Comcom du Pays des Écrins, pardon. Vice-présidente au PETR sur toutes les questions de transition écologique, ainsi qu'au SMITANGA avec le Guiers-Trois-Cavas sur les déchets. Et voilà, ça fait 11 ans que je travaille en tant qu'élue pour ces collectivités différentes sur toutes les questions environnementales et de transition. Merci Alice. Anne-Lucia Pascal, je représente l'association La Bassa, qui est un café associatif et culturel en Valbise, qui œuvre donc pour la transition écologique. Et nous pensons que la transition écologique, la transition passe aussi par la transition énergétique et ne se fera surtout pas sans la population. Merci beaucoup. La Bassa aussi, du café associatif, Merci beaucoup. Monique Bernade, administratrice de l'association Environnement Solidarité. On vient de fêter nos 30 ans d'existence sur le territoire et nous sommes donc bien engagés dans le développement et la préservation de l'environnement à travers beaucoup de nos ateliers de réemploi. Vous connaissez sûrement la ressourcerie, la plateforme de réemploi des matériaux, et puis avec nos équipes qui aussi valorisent le territoire à travers des différentes actions sur les sentiers, et ça avec des matériaux locaux. Donc voilà, et on est aussi une association qui travaille beaucoup sur la participation des habitants à ces différentes problématiques. Merci. Alors, je suis en duo avec Sylvain et Marc, voilà. Donc, en fonction de nos disponibilités aussi, on jouera un petit peu l'un ou l'autre. Je suis aussi administrateur d'Environnement Solidarité, comme on nous a parlé, qui est une structure qui porte bien son nom, qui représente l'activité autour de l'environnement et de la solidarité. Merci beaucoup. Florent Coste, j'habite à Embrun. J'ai participé au PETR en faisant une formation avec Emmanuel et je représente donc France Nature Environnement PACA, et donc une fédération des associations départementales
dont la Société alpine de protection de la nature, FNE05, est membre. Pourquoi je suis là? FNE essaie vraiment de concilier protection de l'environnement et transition énergétique. Effectivement, il est important d'avoir une vue locale et puis une vue aussi régionale dans cette transition. C'est important comme disait Pierre, de faire ensemble au niveau de la région aussi. Voilà. Merci bien, Florent. Oui. Alors moi, je m'appelle Michel Mouron, je suis élu d'une petite commune qui s'appelle Réautier, dans le bassin de Guillestre. Je suis aussi élu de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et du PETR. Et dans ces structures, je m'occupe plutôt des finances. Et je suis aussi pour ce mandat, donc, le président de l'Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras. Alors, ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse, je n'ai pas été très assidu jusqu'à aujourd'hui. Ah ben bravo. Très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est de participer, enfin, d'être associé à un conseil, une structure qui permet de faire travailler ensemble des élus et des citoyens et qui permet, à mon avis, de sortir de certains préjugés. Parce qu'il y a quelquefois, je trouve trop souvent même des préjugés qui voient certains de nos concitoyens très engagés par rapport donc à la réflexion sur l'environnement, sur la transition, et puis des élus qui sont parfois un peu frileux. Et si on peut travailler ensemble pour faire avancer des projets, ça me paraît être un dispositif intéressant. Merci Michel. Bonjour, moi je suis Claude Descamps, donc résident du Queyras. Je représente Energil, et Energil est une coopérative qui fait de la production d'énergie, aujourd'hui du solaire, et on a mis en place une boucle d'autoconsommation. On pense que l'ensemble des citoyens pour être sensibilisés à l'énergie, c'est de participer par exemple à une coopérative de production d'énergie. On a 21 sites occupés aujourd'hui, on produit 320 000 kWh par an. Et puis, je rajouterais que pour être présent, donc le président, ou l'un ou l'autre, on sera toujours présent au comité de pilotage. Et personnellement, je me suis impliqué dans l'énergie parce que, j'allais dire presque, je suis tombé très petit dans le chaudron de l'énergie. Merci Claude. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, s'il vous plaît? Et continuer dans les acteurs de l'énergie. Donc, Stéphane Jubert, je représente Enedis. Je suis adjoint au directeur territorial des départements 04 et 05. Donc, on a déjà collaboré avec vous sur la partie initiale du diagnostic, puisque Enedis, au-delà d'être gestionnaire de réseau, est aussi gestionnaire de données, notamment avec les compteurs communicants. Donc, on a participé à cette première étape. J'étais également impliqué la dernière fois. Et l'idée, c'est d'être là aussi pour amener un certain nombre d'éléments, puisque une de nos fonctions de distributeur, c'est aussi de raccorder les projets. On est beaucoup en attente par rapport à nous sur ces questions-là. Et puis, éventuellement, d'autres apports que l'on peut avoir par rapport à tout ce monde de l'énergie. Je pense particulièrement à l'autoconsommation collective, puisque qui dit autoconsommation dit pour autant un raccordement au réseau, puis le caractère alternatif des énergies renouvelables. Donc voilà, je suis là dans ce cadre-là pour vous aider dans la conduite de ce projet et amener ce que je peux au niveau du conseil. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre? Allons-y. Jean-Luc Cartier, j'habite à Saint-Crépin et je suis un simple citoyen retraité, membre du panel. Merci Jean-Luc. Moi aussi, On continue. Moi aussi, Moi, je m'appelle William Zonguero, j'habite à Briançon, et donc je suis membre du panel. Aussi, je suis un citoyen lambda. Bon, je suis retraité, en fait. Et avant d'être retraité, j'étais ingénieur dans le domaine de l'énergie, justement. Voilà. Si. Bonsoir, je vais essayer de tenir dans les 30 secondes. Fabrice Loiseau, premier adjoint à la commune de Monétier. Et on m'a sollicité il y a un mois pour faire partie du conseil d'orientation et j'accepte. Merci beaucoup d'être là. On continue.
Bonsoir, Ghislain Borga, je suis chef de l'unité interdépartementale de conseil au territoire des Alpes du Sud, donc implanté au sein des DDT 05 et 04. DDT, donc Direction départementale des territoires, sont des directions de l'État. Et donc, dans mon service, nous travaillons exclusivement en conseil au territoire et en appui aux collectivités pour la planification, le développement de projets dans les ENR, mais sur d'autres thématiques. Et donc, on travaille étroitement entre les collectivités et les services des DDT, notamment, qui instruisent les procédures réglementaires, nombreuses, pour faire en sorte que les projets soient facilités. Alors, Ghislain, tu peux me permettre, je ne t'avais pas prévenu, donc c'est un peu le piège, mais est-ce que tu peux éventuellement nous dire quand même un mot ou deux sur la position, peut-être pas complètement officielle, mais en tout cas, comment est-ce que ça a été suivi au niveau de la DDT? Parce que c'est très clair que ce qu'on est en train de faire, la relation avec l'État, et la DDT en particulier, est très importante. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un ou deux mots là-dessus? Sans souci. Donc, comme indiqué, la DDT accompagne en effet ce type d'initiative parce que dans notre volonté qu'il y ait une planification et un développement raisonné des projets sur un territoire, quand je parle de raisonné, c'est-à-dire avec une forte acceptabilité, bien évidemment, il faut mettre en œuvre des démarches qui passent, comme celle-ci, par de la concertation, des enquêtes publiques, etc. De toute façon, la loi oblige les porteurs de projets à développer ce type de démarche, mais là, on est sur quelque chose d'un degré encore supérieur. Et donc, l'expérimentation qui est conduite sur ce territoire depuis donc 2022 nous intéresse particulièrement puisque c'est quelque chose que derrière, nous, on souhaite voir se dupliquer sous cette forme-là ou sous une autre, hein, plus légère, bien évidemment, sur d'autres territoires. Il y a pour cela de nombreux dispositifs. Là, le PETR a mis en œuvre donc cette démarche depuis 2022, mais il existe des dispositifs financés d'ailleurs par l'ADEME notamment, donc pour développer les plans paysages pour la transition énergétique, des schémas directeurs des énergies, voilà. Sont des dispositifs pour les collectivités pour permettre de travailler avec des citoyens de leur territoire sur ces questions de transition énergétique et écologique. Donc voilà, on accompagne en tout cas et on suit de manière proactive toutes ces démarches-là, en essayant qu'elles essaiment, bien évidemment. Voilà. Et nous tenons au courant, oui, notre direction, le corps préfectoral aussi de ce type de démarche, puisque ils y sont fortement intéressés. Voilà. Merci beaucoup, Justin. Donc, est-ce qu'il y a encore des personnes du Conseil d'orientation de l'énergie dans ça? Pardon, allez-y. Thierry Bouchier, je suis le directeur de BBE, Briançon Biomasse Énergie. Donc c'est la chaufferie qui dessert pas mal de bâtiments sur Briançon. Donc au niveau biomasse, on utilise à peu près 9000 tonnes de plaquettes forestières par an, donc ce qui est très important au niveau du département. Et on est un acteur, je pense, important maintenant, au moins sur le territoire de Briançon. Et personnellement, donc j'ai toujours été intéressé par le domaine de l'énergie, puisque j'ai fait toute ma carrière professionnelle à l'EDSB, donc je connais également le domaine de l'énergie dans d'autres circonstances. Merci beaucoup. On va donner la parole à Marc Fiquet, s'il nous entend. Marc, tu es avec nous? Oui, bonsoir. Vas-y, Marc. Oui, bonsoir à tous. Marc Fiquet, donc directeur du parc naturel régional du Queyras, donc basé à Arvieux. Donc en deux mots, j'ai été associé au comité de pilotage dès le départ. Moi, je trouve la démarche extrêmement intéressante. Je pense qu'on on s'y retrouve à la fois sur la méthode et sur les objectifs, donc et notamment sur les actions. Le parc est effectivement animateur d'une charte dans lequel on se retrouve carrément dans les ambitions de ce comité d'orientation. Et puis, on intervient aussi à une autre échelle, puisqu'on est animateur de la réserve de biosphère qui est plus large que le parc, puisque ça intéresse 20 communes, donc pas mal de communes du PETR. Merci beaucoup, Marc. Pierre Leroy, élu à Puy-Saint-André. Je suis aussi élu à la communauté de communes du Briançon chargé de la transition écologique et de la mobilité. Je suis élu au PETR et je suis aussi président d'une société citoyenne de production d'énergie qui s'appelle la SEV, Soleil, Eau, Vent, Énergie,
avec laquelle on travaille beaucoup sur tout ce qui est turbinage des réseaux anthropisés, des réseaux d'eau en particulier. Là, en ce moment même, on est en plein en train de travailler sur le réseau d'eau de Saint-Martin-de-Clairière, où on envisage de mettre une centrale de turbinage. C'est en cours en ce moment même. Donc, on travaille beaucoup là sur cette période, mais on espère bien que ces projets puissent se dupliquer sur l'ensemble du territoire. Donc, on est sur un projet leader avec Énergile et avec Énergie Collective à Embrun. Donc, 3 sociétés citoyennes qui se sont fédérées, qui ont obtenu un financement leader pour travailler sur sobriété et précarité, voilà, le turbinage des réseaux anthropisés et l'autoconsommation collective. Voilà, on sera fédérés tous les 3. Donc, Sylvain Gatineau, membre du panel. Voilà. Ça a commencé par un tirage au sort et j'ai été dans le groupe. C'est ainsi. Merci beaucoup, Sylvain. Ben, du coup, j'ai eu tout à l'heure, donc Maxence Clémenceau, et donc il y a un petit problème avec le U à la fin, si vous voulez pour y aller dans le sens. C'est pas grave. Voilà, donc pareil, membre du panel. Je pense que c'est bon. Catherine Chantois, donc je fais partie aussi de la PASA avec Claire et Milata. Il y a Timothée aussi. Et j'en profite pour excuser les absents. Donc Timothée Olivier, directeur de DSB, qui siégera au collège Acteur Énergie, qui est bien là, qui a suivi beaucoup d'événements depuis le début, qui fait partie aussi du comité de pilotage du projet et qui s'est engagé à poursuivre la démarche. Aussi, Territoire d'énergie 05, qui se sont engagés aussi pour siéger à ce conseil, par l'intermédiaire de Jean-Claude Doux, président, et puis Marie-Maud Ferraud, aussi, qui suivra le dossier particulièrement. Voilà, je crois que c'est les 2 seules structures. Et le refuge, excusez-moi, le refuge Dimitri, le refuge du Clos des Vaches. Ils seront 2 là aussi, pour représenter aussi les sociopros. Le Clos des Vaches. C'est où ce refuge? Monicelli. Et il est ouvert depuis l'automne dernier. Très bien. Merci beaucoup à toutes et à tous qui êtes engagés. Pardon, j'ai une question. Bien sûr, allez-y. Les autres élus, du coup, Là, vous avez tous vu. Alice, Michel, Patricia, Fabrice et moi. Alors, j'aurais une question sur le collège des élus. Sommes-nous un collège éphémère? Puisque dans ces mois. Alors, vous avez préparé forcément la réponse parce qu'on était obligé. Donc, par construction, oui. La réponse est qu'on ne peut pas faire une autre réponse que celle-là. Oui, bien sûr, vous êtes un collège éphémère. Alors, évidemment, on va se poser la question ultérieure de ceux qui restent, ceux qui partent. J'enfonce des portes ouvertes, on est d'accord. Donc, il faudra voir effectivement qu'est-ce qui va se passer après. Ça pose une question, évidemment, qui va être le travail de réactivation des nouveaux élus. Parce que, selon les élus, bon, il y en a certains qui ont été assez présents. Michel a été modeste parce qu'il était quand même là à un certain nombre d'événements, je me souviens, etc. Alice très souvent, etc. Donc, il y a des élus qui étaient là, d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui étaient là quand même souvent. Et donc, il va falloir remonter la pente à un certain niveau, mais c'est comme ça. Voilà. C'est la démocratie représentative et on est là pour accompagner la démocratie représentative. En aucune façon, on est là pour la remplacer, on est là pour l'enrichir. Donc, on fait avec. Je posais la question, mais je me doutais. Oui, mais de toute façon, il n'y avait pas de miracle. Hein. Après, non, attendez, je complète un tout petit peu là-dessus. Rien ne vous empêche, si vous deveniez, je ne sais pas, simple citoyen du territoire, de passer dans un autre collège et d'être présent et actif dans un autre collège. Soit il n'y a pas de problème. Bon, alors, comment ça marche? Comment ça peut marcher? Excusez-moi. Comment ça peut marcher? Je le dis tout de suite parce que il s'agit là de des propositions et ça sera au Conseil d'orientation de l'énergie, c'est-à-dire vous-même, de vous saisir de votre propre fonctionnement et de déterminer des axes. Alors, ce qui est ici, vous pouvez le considérer comme des propositions. C'est pas du tout une imposition. Ce que vous avez ici, c'est le résultat d'un travail qui a été réalisé en discussion avec un certain nombre de personnes, mais en aucune façon, c'est un schéma définitif. Donc, d'une part, il y a un document cadre dans lequel on va retrouver un certain nombre de règles de fonctionnement pour ce Conseil d'orientation de l'énergie, fonctionnement intérieur, mais aussi positionnement par rapport aux autres acteurs
du territoire. On avait une introduction, par exemple, de la DDT, territoire d'énergie 0,5 ou le conseil départemental ne sont pas présents aujourd'hui, mais c'est évidemment des acteurs importants aussi, et puis tous les autres acteurs présents, vous êtes là pour les représenter. Alors, de notre point de vue, il y a 3 axes. On va dire des axes possibles. En tout cas, c'est comme ça que ça a été envisagé. Le premier axe, c'est la stratégie. C'est la vision du territoire, la vision de l'énergie dans le territoire. Donc ce premier axe, normalement, doit faire écho au travail qui a été fait par les citoyens depuis 2 ans dans le cadre de ce projet pour constituer le plan d'action qui s'appuie sur des priorités. Et donc, il s'agit que le conseil d'orientation soit le réceptacle et la caisse de résonance de ce travail. Donc c'est cette dimension stratégique. Il n'y a pas en aucune façon de contrainte à, par exemple, dire que vous allez mettre en œuvre le plan d'action. Vous n'en avez en fait pas les moyens. Vous n'avez que les moyens de faire écho et de travailler avec les acteurs formels institués par la loi ou les acteurs privés, les opérateurs privés aussi, pardon, excusez-moi, il faut que je fasse la part des choses entre l'action publique et l'action privée, pour établir et faire fonctionner cet axe stratégique. Le deuxième axe, c'est l'axe analyse-conseil. Donc l'idée, et c'est une idée qui est présente depuis le départ, qui a été discutée comme telle, c'est que le conseil d'orientation de l'énergie doit recevoir en amont, et ça nous amènera au 3e point, les idées, les pré-projets qui sont portés par des maîtres d'ouvrage, comme on dit, donc des porteurs de projets, ça peut être des collectivités, ça peut être des associations, on a vu les associations citoyennes comme Énergie, ici présentes, ou d'autres, ça peut être d'autres opérateurs qui ont des projets dans le domaine de l'énergie, ils vont venir rencontrer le conseil d'orientation de l'énergie et poser sur la table leur idée de projet, leur orientation de projet, et la mettre en discussion. Ça nous amène évidemment directement au 3e axe, qui est l'axe de dialogue amont, et c'est moi qui ai rajouté ce terme, et je vais expliquer un tout petit peu la notion de dérisquage social et politique. Alors, le dérisquage, il y a un souci? Non, c'est D'accord, ok, je vois, il y a une agitation de fond de salle. Le dérisquage, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, c'est une fonction qui est remplie, en l'occurrence par un service spécifique, la DDT, mais qui concerne pas directement les questions sociales et politiques, ça concerne les questions techniques et réglementaires. C'est-à-dire le fait que quand un projet énergétique est mis en place, alors ça peut concerner principalement la production, et il y a un certain nombre de projets de sobriété aussi qui vont être dans ce champ-là, eh bien ça doit être compatible avec la loi, et puis aussi respecter un certain nombre de contraintes qui sont elles-mêmes des contraintes réglementaires, et donc l'État, par l'intermédiaire de la DDT, propose un guichet, un endroit où les porteurs de projets peuvent filtrer, être aidés pour filtrer leurs projets. Mais ça fait pas le dérisquage social et politique. Ça ne fait que le dérisquage réglementaire, éventuellement technique, parce qu'il y a aussi une composante d'aide technique. Bon, la capacité de l'État à faire de l'appui technique a baissé, mais elle est encore présente. Voilà. Et donc, le principe du Conseil d'orientation de l'énergie serait, mais inconditionnel, on est d'accord, serait effectivement de faire remonter en amont, comme ça nous a été demandé par le PETR dès le départ, les projets, les idées, de manière à ce que, eh bien, on évite de finir au tribunal, que les choses soient prises en concertation avec une vision globale du territoire. Ça a été une demande récurrente, par exemple, des associations qui sont rassemblées dans le collectif Rivière, qui étaient pas forcément, et moi c'est comme ça que je l'ai entendu, et tout à fait là pour me corriger si je dis des bêtises, mais pas forcément d'empêcher tous les projets, mais d'avoir une vision cohérente par rapport à un espace environnemental qui peut être impacté par des projets et au sein duquel on va plutôt privilégier des endroits qui sont déjà fortement dégradés ou impactés pour faire des nouveaux projets plutôt que de venir dégrader des espaces qui ne le sont pas aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui peuvent se discuter en amont. Discuter aussi les conditions financières. Une des choses qui a été faite au cours de ce processus a été, avec l'appui de la Banque des Territoires et des cellules de conseil de la Banque des Territoires, d'avoir une réflexion, par exemple, sur la faisabilité de projets intercommunaux qui ne passent pas forcément par les intercommunalités au sens strict, mais qui peuvent être des projets communs à plusieurs communes
de manière à éviter, par exemple, que sur une même rivière, on se retrouve avec plusieurs sous-projets qui sont portés chacun par une commune différente et de voir dans quelles conditions il peut y avoir des mécanismes de mutualisation, de solidarité intercommunale, etc., etc., ce qui peuvent conduire à la faisabilité effective d'un projet. Donc, théoriquement, aujourd'hui je dis théoriquement, parce que c'est un principe, l'hypothèse, elle est que ça serve effectivement à ce type de choses. Alors, voilà des orientations. Et puis, tout ça, aujourd'hui, il n'est pas figé dans le marbre du tout. Nous, on est là pour aider, pour accompagner la préparation. Alors, il faut savoir que, et je dis de façon très transparente et claire, en termes de ressources d'appui pour ce projet, en gros, les ressources sont en train d'arriver à leur épuisement au niveau du PETR par rapport à cette action sur la durée. Donc, il y a un moment où il faut que le dispositif prenne son autonomie. Théoriquement, le PETR pourra être accompagnant pour chercher des nouvelles ressources dans le futur, mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui une banque qui est ouverte pour dire on va, par exemple, avoir un an d'animatrice ou d'animateur pour le futur, pour ça. Je me permets juste. Vas-y. Alors, présente-toi. Daphné Calipa, je suis la directrice du PETR. Je profite de ce que tu dis, Nice. Effectivement, l'emploi de Wajma se termine au 31 août. Mais nous avons Marine, qui est là. C'est pour ça que je ne vais pas aller chercher les pizzas. Les plateformes. Qui va être mobilisée dans le cadre de sa mission. Elle s'est changée de chef de projet transition écologique. Mais la DDT étant là, le PETR ayant déposé un dossier dans le cadre du FOBER pour l'animation de ce conseil, on se dit que peut-être des brintelles, le petit sud de la préfecture, qui nous sollicite souvent, le président est intervenu encore deux semaines. Demain, on intervient pour la COP 05. Donc voilà, on espère avoir des financements, mais dans l'attente de ces financements, Marine, dans le cadre de son temps de travail, il dédiera une petite partie. Donc elle sera à partir du 1er septembre, votre nouvelle Wajma. Alors, comme Daphné en a profité, moi je vais en profiter pour remercier Daphné au cours de ces années pour avoir porté le fonctionnement administratif de ce projet. Et on n'oubliera pas évidemment de remercier Wajma et Marine, qui elles, toute la dynamique. Le travail de Wajma, il ne s'arrête pas parce que Wajma, il s'arrête parce qu'on a un arrêt de subvention. Hein. Le travail qui a été fait, on est tous les élus du PETR, certains les vice-présidents qui sont là, les présidents, très contents de ce qui a été fait, très contents de l'animation qu'elle a mis en place pendant 1 an et demi. Donc, voilà. Vous avez mesuré son incompétence. Donc, on termine sur ce positionnement du conseil d'orientation et on prendra des questions-réactions. L'idée pendant l'été, est que d'une part, il y a des propositions de règlement intérieur qui nous sera transmis. Dans les prochains jours, en fait, assez rapidement, on va essayer de faire une première proposition, un premier petit support sur lequel vous pourrez réagir, commenter, proposer, pour pas qu'on parte de rien du tout, pour que ça soit aussi un peu facilitant, vous êtes tous par ailleurs occupés. Donc, ce qu'on propose pour l'été, c'est qu'il y ait une lecture de ce premier document de proposition de règlement intérieur. Ensuite, pendant ces quelques semaines, mois, vous faites les retours, donc là, principalement à moi. Qu'on fixe ensemble aussi avant la fin août une première date d'ici septembre, j'ai dit, mais avant la fin août, ce serait bien une première date de première réunion de travail pour ce conseil d'orientation de l'énergie qui pourrait avoir lieu en novembre. Que aussi pendant l'été, on essaye de rééquilibrer les collèges, donc ça c'est ce que je fais un peu depuis ces dernières semaines, derniers mois aussi, mais si vous avez des idées, des pistes, n'hésitez pas à me solliciter ou à m'envoyer des infos, des contacts. Et cette première réunion de novembre, elle sera principalement dédiée à la signature de ce règlement intérieur. Je m'assois juste pour changer la slide. On vous a proposé un programme, voilà, juste pour que vous ayez une petite visibilité des prochains mois. Donc on est là
J'en profite aussi pour faire un petit peu de publicité pour le dernier événement en tant que tel de l'animation, formation, sensibilisation. Lundi prochain, il y a un webinaire sur énergie et lobbying. Voilà, donc de 20h à 21h15, on a changé. C'était tous les jeudis normalement, mais maintenant c'est lundi, voilà, pour le dernier. Donc l'idée, voilà, l'été, j'en ai déjà parlé, et à partir de septembre-octobre, donc via un secrétariat minimum assuré par le PETR, l'idée c'est que le PETR soit aussi assez facilité dans ce travail, donc avec un dynamisme de votre part, ou alors une réactivité en tout cas, quand on propose des réunions et des choses, voilà. Ensuite, on aura la première réunion en novembre, si vous êtes d'accord, où ça sera discuté donc, pendant cet été. Et j'ai aussi mis l'événement phare de décembre du PETR avec la conférence de maire qui se tient généralement début décembre. Ouais. Et, quand est-ce qu'on reçoit votre plan, alors? Le fameux plan dont on parle, là, depuis le début, là. Oui. Le document, quand est-ce que vous nous l'envoyez? Parce que c'est ça, là-dessus qu'on va travailler, nous. Alors, les feuillets thématiques et les feuillets thématiques, le plan d'action décliné et mis en forme, l'idée, c'est de l'avoir pour fin juillet, début. Ah, c'est bien. Là, c'est une date importante, ça. C'est vrai, C'est une précision technique, hein, là, c'est une organisation de la structure. C'est qu'en fait, tous les éléments, on pourrait vous les donner aujourd'hui. Ils ont déjà été traités en termes d'analyse formelle. Il y a une question de mise en forme graphique. D'ailleurs, la personne qui est en charge de ce travail de mise en forme graphique est dans la salle aujourd'hui. Ah oui, qu'elle se présente. Alors, Ah ouais. il y a le Pierre Chinois. Parce que c'est un peu compliqué, je vois. Non, mais c'est jamais très simple. Et donc, la personne en charge de cette mission est dans la salle. Et donc, effectivement, il y a une question de mise en forme. Les résultats bruts, on pourrait vous les donner aujourd'hui. S'il y en a qui ont envie de lire des tableaux Excel, on peut vous les donner, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va essayer que ça soit un peu mieux que des tableaux Excel. On voudrait commencer à travailler. Daphné, pardon, vous voulez intervenir, Daphné? Ils sont ici. Oui, les résultats sont sur le site. Sur le site, hein. Avec tous les propositions, tous les projets. Oui, les résultats sont déjà sur le site. Donc, il y a deux documents. Il y a deux documents qui vont vous être adressés. Le résultat mis en œuvre, l'objectif, je vais vous dire très clairement, c'était d'avoir un cahier dont la qualité soit adaptée à une diffusion non seulement à vous qui avez participé, qui connaissez la machine, mais aussi à tous les élus des communes qui, eux, n'ont pas participé, ou elles et eux n'ont pas participé, et à qui on a envie de diffuser quelque chose qui soit un résultat propre et bien présenté de votre travail. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une vraie démarche de mise en forme qui est prévue dans le projet. Je vous laisse compléter sur la partie règlement sur les métiers. Oui, sur la partie règlement, il est en travail, en cours de travail de mise en forme, de discussion avec nous, le groupe cœur, donc les scientifiques et QETR. Et je pense qu'on pourra le partager dans la semaine prochaine, vraisemblablement. Et puis pour le reste des documents, sur le site internet, ce qui est disponible, c'est la liste des actions proposées. Mais ce n'est pas une mise en forme en tant que telle de ce travail qui a été effectué le 2 avril, parce que c'est juste un tableau Excel, c'est un tableur Excel assez lourd. Donc, il n'est pas sur le site. Mais en tout cas, si vous voulez rechercher votre action et toute la liste de toutes les actions proposées est en ligne. Oui, mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse en 30 actions, on ne va jamais y arriver. Non, c'est une synthèse qui nous intéresse. Je pense que c'est ça que vous allez donner. Avec quelques orientations et qu'on puisse comprendre, quoi. Hein, oui. C'est l'organisation qui vous a été présentée par Mathilde de tout à l'heure. Discussion. Échange. Il nous reste, on est bien dans le timing, il nous reste quelques minutes si vous voulez. Donc voilà, donc là on a fait le tour un peu de l'histoire d'abord et de la machine proposée maintenant. Donc encore une fois, on a mis en place les conditions d'un fonctionnement possible. Le saisissement de ce fonctionnement, il vous appartiendra. On a entendu l'intervention de Daphné Khalifa, la directrice du PETR, qui espère qui poursuivra pour une durée de soutien, mais qui espère pouvoir aller plus loin. Et là, on verra comment les choses se mettent en place. Merci PETR. Est-ce que à ce stade, vous avez des réactions, des commentaires, des propositions, sachant qu'on peut aussi continuer la discussion avec un bout de pizza et à boire. Pourquoi il y a autant de temps entre fin août et la première réunion en novembre? Vous n'avez pas peur de perdre les gens?
Pourquoi ce délai si long? Bonne question. J'essaye de me souvenir à quel moment ça a été décidé. Bonne question. Alice, bonne question. Parce qu'on se plaint tous de la longueur de sa portée dessus. C'est aussi le temps du règlement, parce que le règlement, il est un peu. On aurait aimé qu'il soit travaillé par tout le monde, que chaque collège puisse peut-être se réunir par collège, peut-être s'autodéterminer de façon de travailler par collège et puisse donner son propre avis sur le règlement, que nous, PEPR, on puisse en faire une synthèse, on diffuse aux autres, pour en novembre partir sur vraiment quelque chose qui a été fait, un règlement intérieur. Alors, règlement intérieur, c'est peut-être pas le mot, il faudrait aussi parler des termes, mais qui a été fait de manière vraiment concertée. Mais je pense qu'on s'est délaissé vraiment tout ce temps de peut-être faire des formations. Bah oui, c'est le temps en fait de partager ces documents, harmonisation des retours aussi, parce qu'il faut aussi faire la synthèse de les avis. Coordination des différents Après, s'il y a une volonté collective d'accélérer la machine, je pense que ça ne posera pas de problème. J'ai une remarque sur l'édition du document de règlement. Ou alors je fais la remarque, vas-y, c'est peut-être pas de. Pardon. Le plus compliqué, peut-être pas de travailler sur le règlement, c'est de pouvoir rapidement travailler sur les actions et la présentation. Ouais, d'accord. Je vois un peu. Et je pense aussi qu'il y a une chose qui est importante au Conseil d'orientation de l'énergie, c'est d'avoir votre capacité à vous retourner en dialogue, vous-même aussi avec un certain nombre d'acteurs que vous connaissez par ailleurs, donc des élus qui ne sont pas présents, mais qui sont des interlocuteurs évidemment incontournables de ce processus, ainsi que les porteurs de projets, enfin, etc. Donc toi, tu fais partie justement des porteurs potentiels de projets, donc ça c'est bien ça. Mais effectivement, la base d'action, c'est une base de retravail. Encore une fois, elle a été traitée, ça a été expliqué. Il y a des choses qui existent déjà. Il y a des choses qui se, voilà, que vous nous l'appropriez, mais ça a été un résultat du travail collectif. Le règlement intérieur reste quand même important dans différentes démarches administratives. Le GEDR, ça reste quand même un établissement public. Il y a quand même quelques contraintes. Hein. Par exemple, si on veut que vous puissiez tous communiquer entre vous, on va vous demander votre autorisation. Parce que RGPD, MCO, vous voyez, par exemple, là, certains en sont tout à fait au fait, mais c'est important pour nous aussi de faire bien les choses, que ça puisse bien fonctionner. Partir trop vite, en disant c'est super, on veut, d'expérience, on se rend compte parfois qu'à vouloir aller trop vite, eh ben, on va parfois un peu mal et on n'a pas posé vraiment les bases. Donc, ce sera vous qui déciderez de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Mais le fait de prendre le temps, c'était vraiment pour ça, pour poser les choses, pour qu'on sache tous où on va, que vous sachiez ce que vous avez envie d'en faire de ce conseil. C'est le PETR qui le porte, mais c'est vous le conseil d'orientation. Donc, c'est important que chacun y trouve sa place, chacun y donne son fait. Là, tu dis que tu veux plan d'action. Oui, ok. Donc, de voir comment chacun le veut. Oui, et moi je suis d'accord avec la dame, là vous allez perdre des motivations. Là. Si vous traînez comme ça, là on est à bloc, on veut y aller, etc. Il va falloir qu'on attende combien de mois, encore 6 mois là, pour commencer à travailler. Quoi. Hein, vous êtes en train de jouer avec cette motivation, je suis d'accord avec elle. On va faire un syndicat tous les deux. Non, c'est pas un syndicat. Je pense que les personnes qui sont au panel, comme ils sont déjà dans la boucle depuis 1 an et demi, voilà, ils sont déjà bien dans le truc et un règlement intérieur sur 3 mois, 4 ans. Enfin voilà, c'est mon avis. Je pense qu'en tout cas, il y a une période qui est quand même compliquée, vous savez, c'est l'été. Donc, moi je pense que si fin juillet vous avez le document mis en forme, diffusé aux élus, et qu'on remet ça en discussion, on peut accélérer la machine. Mais vous voyez, c'est très bien, vous êtes en train de vous saisir de la question. Moi, ça me va très bien. Vous êtes en train de dire, nous, on veut faire autrement. Parfait, parfait. Je veux dire, c'est bien l'objectif. Hein. Donc, j'ai une remarque aussi complémentaire, on l'a pas dit. Assez rapidement, je pense qu'on va demander qu'au niveau des collèges, il y ait au moins une personne un peu référente par collège qui fasse le relais ou qui soit
un peu animatrice ou animateur par collège. Alors, c'est pas forcément facile pour tous les collèges, parce qu'il y a des collèges où la disponibilité professionnelle n'est pas forcément la même. Enfin, en tout cas, c'est important qu'il y ait ça qui fonctionne. J'ai une remarque sur le règlement intérieur aussi, un truc tout bête, hein, très simple, c'est qu'une façon de travailler sur le règlement intérieur sera, on va vous envoyer des documents, et on va vous offrir, pas compliqué, ça coûte 0, un lieu d'édition partagé. Alors, c'est un peu technique pour ceux qui maîtrisent pas du tout les outils en ligne. Enfin, c'est pas très technique, en fait, c'est très simple. Simplement, ça permet d'avoir une accumulation de commentaires, d'éléments de retour, de voir qui a fait quel commentaire par rapport au règlement intérieur et d'avoir quelque chose qui est mis en partage. Google Doc. Si, oui, c'est ça, ce genre-là, mais en version libre. Comment dire, si la réunion doit être avancée en octobre, elle sera avancée en octobre. Ou en fin septembre, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est en effet une bonne position d'avancer un peu. Ou alors, il va falloir que Marine nous envoie des cartes postales tous les 15 jours pour maintenir les ambiances, l'envie d'avancer. Donc, en effet, si on peut un peu accélérer. Et je pense que ça permet aussi peut-être au conseil d'orientation de travailler aussi en prévision de la conférence des maires qui aura lieu début décembre, où là, pour le coup, on sera en capacité de livrer à la conférence des maires des choses assez concrètes, précises. Tout à l'heure, quand tu parlais, on parle beaucoup de production d'énergie, mais j'insiste aussi beaucoup sur la sobriété. Il y a plein de communes, quand il est question d'extinction de l'éclairage public, qui ont été vraiment embêtés parce qu'ils avaient besoin de documents. Par exemple, la sécurité. Est-ce que réellement, quand on était à l'éclairage public, il y a plus ou moins de sécurité? Ça, c'est des questions. Les maires, ils sont démunis face à ça. Là, en ce moment, il y a des collectivités qui arrivent à financer un économe de flux. C'est pas simple, ça. Et je pense que les collectivités ont besoin aussi de savoir ce qui se passe sur le territoire. Le PETR a fait cette fonction-là souvent, mais là, une banque de données, une banque d'informations, une banque de liaison sur les différents opérateurs, moi, me semble quelque chose de vachement intéressant. D'autres commentaires et réactions, s'il vous plaît? Présentez-vous. Bonsoir, Benoît Nenner. Je suis là en tant qu'acteur de la transition écologique. Je travaille à la Fabrique des Transitions et puis aussi en tant que citoyen du territoire. Moi, j'avais une question par rapport à la façon dont vous avez prévu, éventuellement ou pas, d'évaluer finalement l'action de ce conseil. La Fabrique des Transitions, Pierre le sait, on a 4 grands principes dans la conduite du changement. Il y a l'engagement citoyen, il y a la systémique, il y a la coopération. Je pense que sur ces 3 points-là, on est, entre guillemets, on est bon. Mais c'est vrai que la question de l'évaluation est aussi clé, pas a posteriori, mais aussi en faisant. Et voilà, donc est-ce que vous avez prévu quelque chose et si oui, quoi? Voilà, on pourrait remettre le schéma de départ de méthodologie cadre dont je viens et que je porte depuis plus de 20 ans. L'évaluation, elle est au milieu. Elle sert au pilotage, donc elle est présente. Alors maintenant, on va être transparent et honnête. On n'a pas toujours été excellent jusqu'à présent dans le processus sur ces questions-là, pour des tas de raisons qui sont liées aussi à la densité de travail et à la taille de l'équipe, clairement. C'est toujours compliqué aussi, comme on le fait aujourd'hui, d'embêter les gens avec des questionnaires de suivi de l'observation, etc. Et puis on n'avait pas de personnel dédié. Il n'y avait pas de personnel dédié dans cette opération. Pour la suite, on est dans un dispositif qui a, alors Pierre insiste très souvent pour le rappeler, qui a une visibilité nationale, etc. D'ailleurs, on a présenté avec Daphné Ouajma récemment Hub des territoires, qui a présentation nationale annuelle, un certain nombre de territoires pilotes exemplaires pour la Banque des territoires, donc c'est bien visibilité. Je pense qu'il serait logique, effectivement, qu'on ait la capacité de mettre en œuvre. Méthodologiquement, on l'a. Je peux vous rassurer, les méthodes, on les connaît, etc. Le problème, c'est les moyens de mise en œuvre. Et là, il y a une externalité. Enfin, on peut envisager d'extérioriser ça, peut-être pas uniquement sur ce territoire, mais aussi avec d'autres territoires en termes de suivi par des mécanismes qui sont liés aux équipes de recherche, précisément, parce que c'est aussi, nous, notre fonction de faire un suivi d'impact à long terme. Là, on a fait quand même un suivi de processus, on a quand même pas mal de données de processus. Le processus, c'est quoi? C'est qui est présent, qui parle, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça, c'est le processus qu'on fait. Et puis après, il y a l'analyse des impacts. Qu'est-ce que ça change? Je vous donne 3 exemples pour que vous voyez de quoi on parle. Et mon amie Eva, qui est au fond de la salle, elle connaît très bien ça, puisqu'elle a porté ça avec moi sur l'Occitanie.
vous avez, par exemple, quand vous venez dans toutes les sessions auxquelles vous avez participé, ben, vous allez apprendre des choses. Vous allez changer de point de vue sur l'énergie, sur la sobriété. Vous allez peut-être mettre en œuvre des choses. Vous allez discuter avec des gens. Vous avez du relationnel. Vous avez des enjeux de justice qui vont se transformer, etc. Et puis, vous avez des changements dans l'environnement. Ça, c'est des dimensions, c'est des choses qui se passent. Et quand on fait un travail professionnel de suivi d'impact, on travaille sur tout ça. Voilà. C'est pas simple. Il y a quand même du boulot. C'est là où je reviens à mon point sur le rôle de la science pour la suite. Donc, nous, on appartient à 2 établissements de recherche différents. On a des positions différentes d'ailleurs dans ce schéma. Moi, je viens de changer de boulot dans mon institution, donc je suis un peu moins disponible sur ce projet-là, parce qu'il y a un autre poste. Mais dans la suite, il y a un enjeu de présence. Et d'ailleurs, je disais à Pierre, petite chose, c'est qu'en fait, dans les collèges du Conseil d'orientation de l'énergie, à aucun endroit, on a maintenu la présence scientifique. Qui, à mon avis, est une erreur. On a fait c'est un petit bug. Mais après, c'est une question aussi de disponibilité, de moyens et tout ça. Donc, il faut qu'on voit aussi ce qu'il en est pour la suite. Oh oui. Voilà. Voilà. Donc, ça fait partie aussi du schéma pour vous répondre sur le fait qu'effectivement, il y a des choses à poursuivre. Alors après, si la Fabrique des transitions est intéressée à faire un audit à long terme de ce qui se passe, je pense qu'il y a... Merci Daphné. Voilà. Non mais je compléterai sur un point. Une des choses qu'on a mises en place dans différents territoires, c'est sur la question du suivi et évaluation, c'est de le faire aux participants eux-mêmes, hein, donc de le rendre autonome. Oui, Daphné, s'il te plaît. Nous, côté scientifique, il y a effectivement ce dont tu parles. Côté PETR, au niveau d'animation territoriale, on a fait l'évaluation aussi, notamment dans le cadre du PCAET, le plan climat énergie comporte, où on a donc une déclinaison d'évaluation et ce comité va en faire partie. Et je plaisante avec Fabrique des transitions, parce qu'on travaille bien avec eux. Mais nous, effectivement, en animation territoriale aussi, on aura un côté évaluation de la démarche. Nous, scientifiques, on ne va pas complètement disparaître, mais on a d'autres contraintes qui font que, pour nous, c'est un projet très important et on va voir comment on peut persister dedans, mais ça ne sera certainement pas du tout avec la même intensité, sauf si on peut se passer des choses en termes de montage ultérieur. Oui, puis ça pose des questions d'autonomisation vis-à-vis de ça, de pouvoir solliciter d'autres scientifiques au moment où vous en avez besoin, et de venir construire un lien entre ce conseil d'orientation et pas forcément nous, mais c'est bien aussi que le lien continue avec les scientifiques, qu'on construise cette autonomisation-là vis-à-vis de nous qui vont porter le processus, mais pour rester en lien avec des scientifiques qui seront pertinents sur les différents enjeux plus tard. Alors, je vais vous livrer un secret, donc je vais prendre déjà le point de Ghislain. Et moi, je pense qu'en matière d'évaluation, il y a un point aussi qui est fondamental, qui est un des enjeux, peut-être, des enjeux premiers de cette démarche, c'est la légitimité de cette future instance. Puisque de toute façon, si cette instance ne trouve pas sa place et ne crée pas une légitimité qui lui permet d'apporter des avis construits, d'être un interlocuteur crédible aussi pour les institutionnels, notamment parce que on n'est pas sur une structure associative dans le cadre dans lequel on s'inscrit là. Il y a des associations qui en font partie, etc. Et tu l'as très bien dit au début, il ne s'agit pas d'être dans des positions revendicatrices. C'est pas l'objet. Le but, c'est de co-construire ensemble des positions qui, justement, vont acquérir cette légitimité pour devenir des avis qu'il faudra prendre en compte dans l'action publique ou dans l'action privée. Et ça, c'est vraiment une dimension fondamentale dans la posture qu'on aura tous à avoir, puisque je suis membre donc, de l'instance. Et c'est vrai que voilà, ça nous appartiendra à chacun d'apporter notre pierre à l'édifice pour que cette instance elle ait une légitimité pour donner son avis, pour co-construire les décisions de ce territoire privé et public, j'insiste, hein, parce que voilà, tout ne vient pas. Au début, le graphique disait 20% des actions État, région, etc. Bon, déjà, État, région, il y a un net schisme hein, qui existe entre les régions, c'est des choses très distinctes. Mais en tout cas, voilà, l'action privée est bien évidemment primordiale. Il n'y a pas que l'action publique, mais voilà, en tout cas, on construira ensemble ces avenir. Merci beaucoup. Que justement, service de l'État, donc vous êtes le représentant aussi ce soir, à la volonté de rendre cette instance officielle. Est-ce que il y aurait moyen que dans le guichet de la VDT, quand un porteur de projet vient déposer son projet, il dit là, il y a le conseil d'orientation d'énergie, c'est sur votre territoire, on vous demande d'aller le consulter. Est-ce que ça, parce qu'en fait, notre but, c'est un peu ça à la base. Hein.
Bah, on en a parlé déjà avec Nils, en soi, c'est pas quelque chose qui est problématique parce que le guichet conseil de la DDT, c'est pas quelque chose de figé réglementairement. Il n'a pas une composition que la loi fixe, etc. C'est un outil que crée une DDT pour aider les projets du territoire. Donc dans le 05, c'est un service de la DDT qui le porte, et dans le 04, par exemple, c'est mon service qui porte ça en partenariat avec la sous-préfecture de Fort-Capelle. Je connais bien le fonctionnement de ces instances-là. Et donc, en fait, il n'y a aucun problème à associer des parties prenantes qui seraient pertinentes, légitimes et aptes à donner des avis construits. Et voilà. Donc, sur le principe, non. Mais après, voilà, cette légitimité, cette confiance, elle se construit vis-à-vis des institutionnels. Vous le savez bien également. Et voilà. C'est ce que tu disais par rapport au fait qu'évidemment, je pense que tout le monde est conscient de l'importance du positionnement du Conseil vis-à-vis d'un certain nombre d'élus et d'un certain nombre d'acteurs nécessaires dans le territoire pour qu'il ait effectivement cette légitimité. Et à ce moment-là, ça devient effectivement potentiellement un point de passage nécessaire. Je vais vous donner un exemple très simple, parce que c'est moi qui l'ai accompagné et je le connais bien. Dans le cadre du schéma d'aménagement de gestion de l'eau de la Drôme, donc sur lequel on a travaillé, certains étaient là, on avait présenté à l'époque. Nous, on a mis en place, dans le cadre d'une expérimentation avec l'Agence de l'eau, avec la Commission européenne, un important travail citoyen d'accompagnement de la Commission locale de l'eau, qui est un peu le conseil d'orientation de l'eau, si vous voulez, local, qui n'existe pas dans la loi en tant que tel. Et en fait, il a été pérennisé. Et il est devenu une norme de fonctionnement pour la Drôme. C'est pas le cas dans les autres territoires. Hein. Pour la Drôme, c'est-à-dire qu'il y a toujours, de façon continue, ce dispositif qui est actif par rapport au... Alors là, c'est la question de la gestion de l'eau, c'est autre chose, mais structurellement, c'est un peu le même phénomène. Et après, il y a une question de doctrine. Alors, les doctrines, c'est une notion un peu compliquée, mais il se trouve que, par exemple, ici, la DDT, voilà, je vais pas faire de tout pour la DDT du 05, mais enfin, moi, je connais bien le fonctionnement dans beaucoup d'autres territoires. Pas tous les territoires ont le même niveau de fonctionnement en termes d'accompagnement des collectivités. Bon, ici, c'est un peu actif, on va dire. Euphémisme. Et dedans, il y a une notion, par exemple, de doctrine sur le photovoltaïque. En fait, on est un peu sur des schémas similaires en disant, il y a un principe qui peut être effectivement discuté. Moi, je m'avance pas du tout au nom de la DDT, mais je dis qu'effectivement, c'est des choses vers lesquelles on peut aller. Et c'est là où je voulais livrer un petit peu quand même des choses qui sont liées plutôt à ma position actuelle et qui sont importantes sur un territoire comme celui-là. C'est-à-dire que l'INRAE, qui est quand même un établissement important au niveau national sur ces questions, avec d'autres, hein, mais de l'ADEME, l'IFREMER, le CNRS, selon les thématiques, mais on a une position, donc moi je suis à la direction nationale sur la biopolitique publique maintenant, on a une position qui est d'envisager que des expérimentations de ce type-là, on les accompagne avec des remontées ministérielles pour qu'elles aient un statut réel. Donc, d'ailleurs, en France, on a un droit à certains types d'expérimentation, là on n'est pas à ce point-là, et qu'il puisse y avoir une persistance du soutien qui est apporté par nos structures pour ce type de fonctionnement. Évidemment, il faut que le jeu soit joué par les acteurs. Voilà, justement, il y a 2 ans et demi, moi je me souviens très bien, la question c'était la légitimité. Et les associations disaient, mais nous on n'y va que si on est sûr qu'à l'issue, je me souviens de la question, c'était Thomas, je crois. Thomas avait posé cette question à Antipolis, hein, il fallait que tout soit bouclé et certain. On a dit, non, à ce stade, c'est impossible. La légitimité va s'acquérir ou pas au fil du chemin, et c'est un peu ce que dit Gislain là, hein, vous êtes présent, ça donne de la légitimité. Si ce soir, et c'était tout à fait possible, hein, que ce soir il y ait 10 personnes, il y a 2 ans et demi, on ne savait pas qu'on arriverait aujourd'hui à la création de ce conseil d'orientation. En préambule, moi j'ai utilisé des mots forts sur la confiance, sur le temps long, sur le fait que ce travail de co-construction, il n'est pas simple, il est compliqué, c'est difficile, et des fois on s'épuise aussi. Sauf que si on n'y va pas, c'est sûr ça ne marchera pas. Donc, à un moment donné, il faut dire, on tente, on y va. Et puis, plus on y va, plus en marchant, la légitimité, elle se construit. Et puis, tout d'un coup, ça alors, le truc devient indispensable. C'est pas gagné, hein. On a encore du taf. Mais je veux dire, il faut qu'on y croit, parce que sinon, bagage, on arrête, hein. Et il faut aussi qu'on fasse connaître il faut aussi qu'on continue à faire connaître la dynamique. Il y a des enjeux de communication, là, sur discuter. Monsieur Zonguero, vous vouliez intervenir, et puis on va bientôt conclure. Sur le rôle, là, du comité, là, on a parlé de l'analyse des projets. Est-ce que notre rôle, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence entre le projet et le plan?
Et ce projet-là, est-ce qu'il est en train de réaliser une partie du plan, cette partie-là, par exemple? C'est complètement la notion de relation entre stratégie et analyse conseil et la mise en cohérence entre le plan. Sachant que le plan n'a pas de valeur légale. Il faut bien le rappeler. Le plan n'existe pas du point de vue légal et réglementaire. Le plan est un avis citoyen structuré, travaillé correctement, qui n'est qu'une réflexion d'orientation. Voilà. Le plan, c'est une orientation politique. En gros, non. Les projets, c'est la réalisation du plan, justement. Ce sont des... Donc, il faut bien s'assurer que les projets soient en ligne avec le plan. Parce que le plan climat, air, énergie territoriale, il a été voté, hein. Il a été voté par 3 collectivités, le plan climat, air, énergie territoriale. Le PCAT, c'est pas un peu pareil que ce qu'on fait, nous, là. Le PCAET, c'est pas un peu la même chose. Là, c'est un document. Le PCAET, c'est un document réglementaire, obligatoire pour les collectivités de plus de 25 000 habitants. C'est pour ça que la CCB est obligée. Et elle a été rejointe par les 2 autres collectivités pour construire ce plan climat, qui, encore une fois, est réglementaire. Et là, il y a des objectifs chiffrés sur lesquels les 3 collectivités doivent avancer. C'est beaucoup les objectifs. Hein. On est dans le PCAET, on est dans un il faut que notre plan il soit cohérent avec le PCAET. Ah ben, si, parce que c'est la première chose à faire, ça, alors. Il l'est, parce que le travail que vous avez mené, que ça soit en sobriété, sur le PCAET, il y a des engagements, comme sur la production d'énergie, il y a aussi des engagements pour aller vers l'autonomie énergétique du territoire. Donc c'est pour ça que dès le départ, vous avez invité aussi à aller voir ce PCAET, hein, où vous avez tout le diagnostic, plus... Mais qu'est-ce qu'on fait, le fond de boulot, nous, puisque c'est déjà tout marqué là-dedans? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est le même cadre, c'est la même problématisation, mais c'est pas le même contenu. Si vous regardez dans le détail, il y a des objectifs de l'orientation, on va regarder. Mais bon, ça fait partie des éléments. Et ensuite, la plan climat et énergie territoriale, de toute façon, c'est un document vivant. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle il y a ce travail-là, c'est pour faire évoluer le plan climat avec encore plus de concertation auprès de la population, pour que petit à petit, il s'approche le plus possible des réalités du territoire. Et ça, la DDT, elle le suit aussi. Une petite chose, ce plan, à ce jour, les projets, personne ne les porte. Hein. On est d'accord que ce sont des plans qui sont sortis. Le but du jeu du conseil aussi, c'est d'aller dire, il y a tel projet qui pourrait être mis en place pour que des porteurs de projets s'en saisissent. À ce jour, il n'y a pas de projet. Il y a des projets, il y a des projets sur le territoire. Mais dans le plan d'action qui a été fait, il n'y a pas de projet concret. Le but du jeu, c'est que quelqu'un s'en empare, une entreprise, une association, un partenaire d'une collectivité, et que vous puissiez après travailler avec. Et je pense qu'on a dépassé l'heure. Oui, bon. Le temps d'arrêter. Il y a des cousins de marre, il y a de quoi boire, on peut continuer à discuter. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci d'être restés et merci de continuer.